Bonjour à vous tous dans ce dimanche matin du congrès Mission de Sablé, ici à Notre-Dame-du-Chêne, pour inclure dans ce congrès Mission le côté que nous essayons de développer ici à Notre-Dame-du-Chêne. Vous l'avez vu en grand, l'écologie intégrale. Et tout le monde sait ce que c'est que l'écologie intégrale. Il faut peut-être le répéter un petit peu. C'est le pape François qui utilise ce terme intégral pour ne pas dire que c'est que l'environnement, que l'écologie n'est pas que la condition de l'environnement, mais si l'environnement est endommagé, c'est aussi parce que les humains font partie de la nature et que l'écologie intégrale, c'est vraiment tout ce qui respecte tous les domaines de la vie. Et la nature humaine, les hommes et les femmes font partie de cette nature et nous devons avoir notre responsabilité, comme peut nous le dire aussi la Bible, dans ce processus de garder, de cultiver, d'entretenir cette création. Et puis aussi, je le rappelle, puisque nous sommes le 29 septembre, dans le mois de septembre, depuis la parution de l'encyclique Laudato Si du pape François, le mois de septembre est le temps de la création. Donc on veille un petit peu, nous chrétiens, à faire que on respecte davantage ce temps de la création et on prie pour la création. Donc c'est ce que nous avons aussi voulu faire ici à Notre-Dame-du-Chêne. Et donc cette table ronde d'aujourd'hui vient bien conclure ce temps de la création que nous avons vécu. Je suis le frère Marie Benoît, un des 11 frères de Saint-Jean qui sont là pour animer le sanctuaire de Notre-Dame-du-Chêne. Et puis je voudrais présenter un petit peu l'équipe qui a organisé cette table ronde ce matin. Je voudrais présenter Michel Dauton, que tout le monde connaît dans l'agriculture ici, qui est agriculteur, président de la Chambre d'agriculture un certain temps, et puis aujourd'hui président du lycée Val-de-Sarthe, tout proche de chez nous. Celui qui aura animé beaucoup, c'est Bernard Guéry, qui est ici et qui est philosophe, qui aime bien de manipuler les groupes comme nous sommes aujourd'hui, et puis un petit peu plus si les chaises vont se remplir. Donc merci Bernard d'être là pour nous aider à réfléchir. Et puis Hermine Le Craquer, alors je ne sais pas comment il faut la présenter, qui travaille en contrôle laitier, brebis et chèvres, voilà, et qui appartient aussi à une association que certains peuvent connaître, qui sont les Journées Paysannes dans la France. Donc merci à vous trois d'avoir préparé un peu cette table ronde. Et puis je voudrais, on m'a donné un petit temps pour introduire cette table ronde, donc je voudrais lire un petit peu une petite introduction dans ce sens de ce rassemblement de gens qui travaillent la terre, on va dire de gens qui travaillent la terre, parce que tous ceux qui sont ici, donc qui tout à l'heure seront interrogés, n'ont pas tout à fait la même fonction dans ce travail de la terre, mais en même temps, ils sont là pour aider à entretenir et à utiliser cette terre. Alors je disais que plus personne n'ignore ce que tout est lié, un terme que le pape François utilise beaucoup dans son encyclique. Ce mot du pape François, pour prendre soin de la maison commune, demande à chacun de se relier aux autres, à la terre et au Créateur. La conversion écologique est une partie de notre conversion chrétienne. Ce n'est pas une autre conversion. En tant que chrétien, je dois aussi veiller, entretenir, protéger, soigner cette création dans laquelle nous sommes. Elle est notre effort pour être intendant, cultivateur, travailleur avec la création. C'est l'écologie intégrale. Elle fait partie de notre croissance humaine.
C'est pourquoi nous essayons de la vivre et de la propager à partir de ce sanctuaire marial du diocèse du Mans. Alors nous voici rassemblés à peu près tous de notre secteur de Sablé pour mieux comprendre la vie, les efforts et les attentes de ceux qui coopèrent avec la terre. Tout est donné, c'est la création, et tout n'est pas donné, car même cette création est fragile. Et nous sommes appelés à travailler pour produire et nourrir nos frères humains. Nous sommes bio, peut-être pas beaucoup, ou raisonnés, ou en agriculture de conservation, ou en conventionnel. Voilà, c'est un petit peu le jeu de notre table ronde de ce matin, d'avoir des orientations assez différentes. Tous, nous cherchons d'autres orientations, et il est précieux de les chercher ensemble avec des liens fraternels. J'aimerais guider cette matinée à l'exemple de... Je ne me cite pas beaucoup en exemple, je ne suis pas un agriculteur né, mais à l'exemple de mon parcours personnel. J'ai été élevé dans une famille où mon père, agriculteur, vivait de la polyculture en Dordogne. En Périgord, ça fait mieux, mais c'est la Dordogne. Des terres très pauvres. Et je me rappelle les jeux et les blagues que nous faisions avec mes frères et d'autres cousins dans les longs séchoirs à tabac et à maïs, qui appartenaient à un nouveau GAEC de 3 personnes. Et ce GAEC n'a pas vécu plus de 10 ans. Insuffisance de bonnes terres, de revenus. Alors, mon père, diplômé de l'agro de Montpellier, est devenu conseiller. Alors, il est devenu conseiller pour les agriculteurs sur les nouvelles modes et techniques agricoles dans ce qui est aujourd'hui la Nouvelle-Aquitaine. Et puis, il faisait partie, c'est des noms que j'entendais souvent, de la FNCETA, de la FNGVPA. Pour certains, ça peut dire quelque chose ici, tous ces organismes qui travaillent dans ce monde agricole. Modes et techniques de l'après-guerre, avec lesquels tout bon catholique paysan cherchait à produire pour nourrir toute l'humanité. C'était le but de l'action catholique agricole. Il y avait un seul désir pour des cœurs de chrétiens, de se dire il faut produire pour nourrir toute l'humanité. Alors ces nouvelles techniques qui apparaissaient après la guerre, eh bien, c'était vraiment des outils nécessaires pour faire cela. Effort, point d'interrogation, erreur, nécessité. Il y a quelques années, j'étais ici, quand mon père était encore en vie, il bondissait d'énervement devant mes petites propositions de permaculture. Ceci, c'est pour dire que ce lien qu'il y avait dans sa vie, entre sa foi chrétienne et son ardeur à promouvoir le soin de la création, est celui que nous avons aujourd'hui dans le défi écologique dans lequel nous sommes, pour permettre à tous de recevoir les produits agricoles, les produits alimentaires et nos manières de vivre moins carbonées. Voilà, et c'est ce lien qu'il faudrait que nous essayions de partager pendant cette matinée entre notre ardeur dans le fond de notre cœur et puis aussi tout le conditionnement dans lequel nous sommes amenés à mener l'agriculture. Donc ce matin, je voudrais remercier ceux et celles qui ont pris le temps de partager leur expérience, comment articuler notre foi et notre action, comment avancer et discerner dans un monde agricole qui rassemble la compétition, le plaisir, la réussite, le désespoir et bien d'autres sentiments et difficultés. Le congrès Mission, ainsi que l'Église, veulent accompagner et entretenir ces liens d'amour et favoriser le travail afin d'unir nos vies dans la recherche du royaume de Dieu et soutenir la solidarité entre l'humain et la terre. Je voudrais excuser
2 personnes malades. Vous savez qu'il y a quelques personnes qui sont aujourd'hui qui ont des bonnes crèves, là, hein. Donc il y a 2 personnes qu'on devait interroger ce matin, hein, qui sont vraiment entre 39 et 42 fièvres, hein. Donc voilà, ils ne seront pas là. C'est François Ossems qui est le cultivateur des 7000 mètres carrés que nous avons derrière le centre spirituel en maraîchage. Et puis c'est Éric de Roquefeuille qui, dans la Mayenne, a une exploitation laitière. Donc que cette matinée soit précieuse pour chacun d'entre nous et prenons le temps d'écouter ce que vivent et font nos frères et sœurs avec la terre. Alors, dans notre processus de matinée, on va demander à ceux qui veulent bien participer à cette table ronde de venir sur cette petite estrade, et puis Bernard viendra les interroger pour que nous puissions mieux les connaître, et c'est là qu'on va les découvrir et les présenter. Merci mon frère. Alors, je ne sais pas s'il y a besoin de micro pour m'entendre, mais au moins pour l'enregistrement en fait, c'est important, hein. Effectivement, moi je rebondis sur ce que le père vient de dire. Je trouve ça assez magique de voir ce monde de gens passionnés, passionnants, vital et souvent mal connus, qui va venir voilà, échanger et parfois débattre, hein. On sait que tout le monde n'est pas d'accord, il y a des visions complémentaires, antagonistes, et il y a des discussions possibles. Moi je trouve ça génial que ça se passe sous le regard du Seigneur, dans le cadre de l'Église catholique qui accueille tout le monde. Et là on est vraiment au cœur de ce que veut l'Église. Et là on a un beau panel de gens qui nous nourrissent tous. Et donc qui nous nourrissent et qui nous abreuvent, hein, si j'ai bien compris. On va pouvoir justement faire connaissance avec eux. Je vais peut-être demander à Philippe et puis à Patrick de venir ici pour commencer. Je vais vous interviewer brièvement pour que tout le monde puisse savoir qui vous êtes. Et puis ensuite on va pouvoir voilà, donner la parole à d'autres. Dans un premier temps, donc, chacun va être interviewé. Ensuite, on aura un message de synthèse par Michel et Hermine. Et puis après, on aura un débat autour de quelques questions clés. Et puis la salle aussi pourra interagir. Je vous propose de vous asseoir. Et je vais vous donner donc brièvement la parole à chacun, peut-être sur d'abord une étape clé de votre parcours d'agriculteur. Patrick, peut-être pour commencer, je vous donne le micro. Ce serait quoi, dans votre parcours, une étape clé ou 2 étapes clés importantes? Alors, moi, ça a été mon licenciement, et je remercie mon employeur de m'avoir foutu dehors, hein. C'est le groupe Bonduel, voilà, parce que je travaillais pour le groupe Bonduel en production de champignons, et voilà, en restructuration, et grâce à eux, j'ai pu enfin être libre, parce que entreprendre, c'était ce que je recherchais, et surtout, je cherchais de la liberté. Et ça, c'était quand? C'était le temps passe vite, hein, donc ça fait 2 ans que je suis en activité, ça va faire 4 ans, je crois. D'accord. 4 ans que j'ai. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Eh ben aujourd'hui, je suis producteur de champignons, bon, certains me connaissent, donc ici à Junier, donc je dois être le seul au monde à faire pousser des champignons dans une porcherie. Mais voilà, en tout cas, ça fonctionne très bien, et je suis très heureux voilà, d'être là, et puis de faire ce métier-là. Et alors, qu'est-ce qui fait que vous faites ce métier-là? C'est quoi votre motivation? En fait, je travaillais pour le groupe, je suis d'origine agricole, mes parents étaient agriculteurs, pas dans le Périgord, mais pas très loin, dans le sud-ouest aussi, en Lot-et-Garonne. Donc j'étais toujours bercé de l'agriculture, c'était la polyculture élevage. Et puis j'avais un vieil oncle qui m'amenait aux champignons. Parce que là-bas, effectivement, on trouve pas mal de champignons. Et voilà, ça a été un peu une passion. Et au travers de ma vie professionnelle, un jour, plusieurs déménagements, changement d'activité, j'ai vu passer une annonce pour travailler dans le monde du champignon. Et je suis rentré dedans. À cette époque-là, c'était France Champignon. C'était en 2000. C'était où ça? C'était à Loudun, dans la Vienne. Et puis j'ai fait mon 20 ans de parcours professionnel pour cette entreprise, avec quelques déménagements jusqu'au licenciement, et me voilà débarqué à Sablé. Et alors, qu'est-ce qui vous réjouit le plus dans votre activité aujourd'hui? La liberté. Donc je suis libre.
je dois rien à personne. Bon, c'est compliqué, c'est dur, hein, je dis pas, mais voilà, je me lève le matin, je me dis waouh, t'as pas un mec là-haut qui va te demander de laisser tant de fric pour payer des royalties à des gens qui sont derrière un bureau et qui placent du fric. Je vais pas faire d'amalgame là-dessus. Voilà, ce que je fais, c'est pour moi, et puis mon grand plaisir, c'est le sourire des gens sur les marchés, parce que je fais beaucoup de marchés, qui arrivent et qui me disent waouh, ils sont trop bons vos champignons, on va en reprendre. Et ça, franchement, ouais, c'est trop bien. Ouais, le sourire des gens qu'on nourrit. Ouais, exactement, Ça, ouais, parce que vous levez le matin, vous dites votre mission, ben ouais, vous allez faire plaisir. Et ça, c'est bien. Et qu'est-ce qui est le plus dur dans votre métier? Aujourd'hui, j'ai plus beaucoup de difficultés. Après, c'est le temps passé, parce que mine de rien, on y passe énormément de temps. Parce que j'ai eu la chance, donc un an et demi, quasiment 2 ans, d'avoir une activité qui marche plutôt bien, et j'ai pu intégrer quelqu'un dans l'entreprise qui va devenir à terme associé. Et là, c'est beaucoup mieux. Avant, c'était très dur tout seul. D'ailleurs, j'ai fait un petit burn-out au démarrage. Bon, il y a eu où je suis tombé plusieurs fois, mais voilà, après, je me suis redressé. Et une question qui est importante, que je me pose tous les jours, et je crois que le jour où je ne me poserai plus cette question, j'arrêterai, c'est pourquoi. Et puis pourquoi en 2 mots. Voilà. Et si tous les matins, tu te lèves et tu te dis, ouais, pourquoi tu fais ça? Et tu te dis, ouais, parce que tu vas avoir en face de toi des gens qui vont te sourire, qui vont arriver avec un sourire comme ça, heureux parce qu'ils ont mangé tes champignons. Je continue. Et le jour où ça sera plus ça, j'arrêterai. Votre joie, c'est la joie de ceux que vous Ouais, lancez, exactement, quoi. c'est ça. Ok. C'est pas remplir le tour orchestre parce qu'il est un peu vide en ce moment, mais on s'en fout un peu, quoi, en gros. Enfin, moi, perso, c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est pas ça. C'est pas ça C'est pas ça, l'essentiel. du tout. Merci Patrick. Je Je voudrais donner la parole à Philippe pour peut-être en écho sur une étape ou deux de votre parcours qui sont les plus marquantes. Bah, c'est de pouvoir arriver à planter de la vigne, parce que je suis viticulteur. Ouais. Dans la région, c'est un peu faut oser. Et ça, vous avez planté votre premier cep quand? Mais 2016, première plantation. 2016. Ça, c'est une étape importante. Bah oui, parce que, Et une autre étape? bah, obtenir des droits de plantation. Parce que déjà planter de la vigne, c'est soumis à des règles. Ouais. Donc, là, faut se battre pour avoir les droits, quoi. Il faut se bagarrer. Ouais. Donc aujourd'hui, vous êtes viticulteur Oui, à Parcé, oui. c'est ça? Et vous commercialisez aussi. Oui, tout au détail. Plaisir de voir aussi les clients. C'est sympa, et que ça plaise. Ouais. C'est ça aussi votre joie. Comment vous en parleriez? Ce qui vous réjouit le plus dans votre activité? Bah, c'est de réussir à faire du vin et qu'il soit buvable. C'est ça déjà. C'était le gros défi au départ. Produire, c'est bien, mais il faut pouvoir le... Alors, on m'a dit qu'il n'était pas que buvable, mais qu'il était aussi très bon. Et ça, c'est un défi aussi, j'imagine. Ouais, c'est un grand défi, ouais. Ouais. Et alors, votre plus grande difficulté? Quand on aime un projet, il n'y a pas de difficulté, je trouve. Ouais. Ceci On dit, trouve vous toujours êtes des bagarré. résolutions. Vous dites, je me suis bagarré. Oui, pour arriver à implanter le domaine, quoi. Et aujourd'hui, il n'y a plus de bagarre. Bon, on est habitué, on sait où passer dans les bureaux, on sait où aller. Ah oui, c'est ça. C'est vrai que c'est... Et j'imagine qu'on doit aussi se bagarrer contre le mildiou, contre le... Bah, le climat, oui, mais bon, ça on le savait dès le départ. C'est un peu le défi. Ouais. Si c'était trop facile, tout le monde le ferait. Donc il y a de la difficulté, mais la joie de faire du bon vin est supérieure, quoi. Ouais, le résultat final, ouais, c'est super. Ok, merci beaucoup Philippe. Alors c'est une première approche. Je vous propose de vous retourner vous asseoir tous les deux, et puis je vais proposer à Yves et puis à Pierre-Louis de venir s'installer ici. Je vais donner la parole à Pierre-Louis pour commencer. Donc où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre parcours avec une étape clé par exemple? Alors moi je suis en cours d'installation, je m'installe en maraîchage sur la commune de Solesmes. Sur les terres de l'abbaye de Saint-Pierre. Je suis en reconversion puisque j'ai 40 ans aujourd'hui. J'ai passé 10 ans dans l'industrie, dans la gestion des différentes entreprises. Et j'ai eu, il y a eu, je pense, 2 étapes clés chez moi. Alors dans cette reconversion, il y a une grosse partie spirituelle.
qui m'a amené d'ailleurs à arriver à Solesmes, à côté de l'abbaye. Et donc cette reconversion, elle vient de réflexions menées notamment au parcours Zaché. Je crois que c'était une étape importante pour moi. Je ne sais pas si certains connaissent le parcours Zaché. C'est un parcours de formation à la doctrine sociale de l'Église, donc qui permet de reconsidérer un petit peu l'ensemble de sa vie et les impacts qu'on peut avoir, notamment d'un point de vue des possessions et de l'écologie, de la propriété, pardon, plus que des possessions. Et donc voilà, j'ai eu à penser ça m'a beaucoup fait réfléchir et à reconsidérer aussi mon travail qui n'avait pas beaucoup de sens à mon avis à ce moment-là. Et alors une deuxième étape, ce serait quoi? Et puis la deuxième étape, c'est le Covid, comme beaucoup. On a été beaucoup amené à réfléchir à ce moment-là. Donc moi j'avais commencé déjà cette réflexion pendant le parcours 2 ans ou 3 ans avant. Et le Covid m'a vraiment... là on a tous eu du temps je pense pour réfléchir et de se dire mais voilà, où on va, il y a pas mal de personnes qui comme moi ont un peu changé de point de vue à ce moment-là et ont envie de faire des choses différentes. Et alors qu'est-ce qui vous a motivé à vous réorienter plutôt vers là que vers autre chose? Parce que vous disiez que votre ancien job n'avait pas plus de sens que ça pour vous. Ouais. Vous auriez pu très bien choisir l'artisanat ou d'autres activités, donc pourquoi celle-ci? Alors moi j'ai toujours aimé avoir les mains dans la terre, être au contact de la nature, être dehors. Voilà, j'éprouve une grande joie quand je suis dehors, notamment au printemps là, de pitch donc que je fais. Donc j'ai quand même un petit peu d'expérience en stage notamment et en petit boulot en agriculture. Et je trouve qu'au printemps c'est vraiment une immense joie d'être dehors et de voir toute cette nature qui s'affole. Et même si le boulot est quand même assez prenant, ce que j'aime c'est qu'on puisse prendre le temps de s'arrêter et de se dire waouh, merci Seigneur, tout ça c'est toi qui l'as fait et c'est extraordinaire quoi. Voilà, et alors les difficultés que vous avez vécues ou que vous vous apprêtez à vivre dans votre installation, ce serait quoi? Alors pour moi la grande difficulté c'est l'aspect financier, clairement, parce que on a dû faire une démarche intellectuelle, se dire voilà, il va falloir qu'on se prive quand même de nos revenus, enfin d'une grande partie de nos revenus qu'on avait avant. Donc c'est une démarche familiale. Il a fallu qu'on saute le pas en fait, se dire voilà, quels sont nos besoins réels aujourd'hui. Et je trouve que c'était hyper sain cette discussion, notamment avec ma femme, Cécile, de se dire de quoi on a besoin réellement et puis est-ce que ça passe quoi, est-ce que ça va le faire on a 6 enfants. Donc comment on peut faire pour éduquer une famille de 6 enfants aujourd'hui avec un salaire de maraîcher. Donc voilà, c'était une nourrir les autres c'est une chose, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de nourrir sa exactement, famille. Ouais. Ok, merci, mais bon anniversaire. Yves, alors toi, installé depuis quelques années déjà, les étapes de ton parcours? La première étape, effectivement, j'ai pris la suite de mon papa, mais qui est toujours à mes côtés, en 2011. Après mes études, donc j'ai fait un BTS de comptabilité et de gestion. Donc c'est la première grande étape parce que j'ai toujours été passionné par le domaine agricole, j'ai toujours suivi mon père depuis que je suis tout petit. Donc ça me tenait à cœur de prendre la suite. C'est une activité qui est... donc je suis la 3e génération agriculteur sur Solesmes. Voilà, donc on est installé en polyculture élevage. Donc un élevage de volailles et puis le gros de l'activité c'est les céréales. Voilà. Et alors qu'est-ce qui te réjouit le plus dans ton activité aujourd'hui? Je pense que c'est le challenge qu'on a tous les jours, chaque année est différente. Effectivement avec le climat on rencontre chaque année des nouveaux défis.
voilà, c'est le plaisir de travailler, de ne pas savoir de quoi demain est fait. On essaie de faire du mieux qu'on peut, mais effectivement la météo décide avant nous. Relever les défis, quoi. Relever les défis notamment des Ouais, variations. j'aime bien relever les défis. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui est le plus dur aujourd'hui dans ton activité? Le plus dur, comme le disait, j'ai perdu Pierre-Louis, c'est peut-être dans nos domaines d'activité, effectivement, l'aspect financier sur le fait de ne pas forcément avoir de visibilité sur le long terme sur nos prix de vente, sur lesquels on est confronté chaque année dans tous les domaines d'activité. C'est l'incertitude en fait qui est le plus dur, quoi. Ouais, d'arriver aujourd'hui, je pense qu'on aura réussi quand on aura trouvé le moyen de maîtriser nos prix de vente et nos coûts de production qui varient énormément. Et je pense que peu importe le domaine d'activité agricole, aujourd'hui tout le monde est confronté à ces sujets-là tous les ans. Et donc on est tributaire de pas mal de choses. Alors tu es héritier de 2 générations d'agriculteurs à Solesmes, et donc voilà, assez logiquement, toi tu prends la suite, mais on aurait pu imaginer que tu fasses autre chose. Qu'est-ce qui fait que voilà, l'agriculture ça t'a accroché autant pour que tu... Je pense qu'en fait j'ai eu la chance de ne jamais avoir besoin de me poser la question de savoir ce que j'allais faire plus tard. J'ai fait des études parce qu'il fallait faire des études, mais je savais à peu près. Oui, j'ai su très tôt que je ferais ça. Après voilà, le défi c'est d'arriver à maintenir l'outil, d'arriver à le transmettre. Moi je dis souvent que papa a réussi à me transmettre l'outil et j'espère que j'arriverai à faire la même chose, ce qui est pas forcément anodin, hein. Faut tenir dans le temps. Et donc il m'a souvent appris que de faire des investissements c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Ce qu'il y a de plus dur c'est de tenir sur la durée de sa carrière. Et donc voilà, c'est l'objectif, c'est d'arriver à transmettre et d'arriver à attirer les gens qui travaillent à nos côtés. Voilà, ça c'est le premier objectif. Il y a aussi ça, c'est former des jeunes, faire travailler des gens, offrir un emploi à d'autres, il y a ça aussi. Effectivement, alors moi, papa a plutôt travaillé seul, alors avec son cousin qui était installé à côté, mais il n'avait pas de salariés sur l'exploitation. Moi, effectivement, aujourd'hui, j'ai développé l'activité, donc j'ai plusieurs salariés. Je trouve que la force, effectivement, il y a beaucoup alors après, ça dépend de la taille des structures, mais c'est vrai que quand on a la chance de pouvoir travailler avec des collaborateurs, c'est quand même plus simple au quotidien quand vous rencontrez des difficultés que d'être tout seul en vous levant le matin quand il y a des difficultés. Et puis moi j'aime bien échanger et donc voilà. Je pense que travailler en équipe. Oui, je pense que c'est assez important. Et puis le domaine agricole évolue énormément, on est de moins en moins nombreux. Moi je prends souvent l'exemple avec la toute petite expérience que j'ai par rapport aux moissons, où on était quand même beaucoup plus nombreux à une époque où les chantiers étaient plus petits, mais il y avait effectivement ce qui était dit tout à l'heure de prendre le temps. Nous effectivement j'ai souvent la sensation qu'on a du mal à prendre le temps parce qu'on est dans le quotidien et il faut avancer, mais c'est vrai qu'il y a toujours une très forte cohésion sur le domaine agricole dans le secteur, mais on est quand même globalement moins nombreux. Et donc il y a ce défi de prendre le temps. Je pense que par rapport à avant, oui, c'est ça. Merci Yves. Merci beaucoup. Je vous propose d'aller vous rasseoir tous les deux. On échangera à nouveau autour de ces sujets qu'on vient d'évoquer. Patrice, c'est à vous. Vous êtes seul en scène. Patrice, donc, je vous laisse peut-être vous présenter ce que vous faites aujourd'hui avec une ou deux étapes clés de votre parcours. Alors aujourd'hui, donc, je suis producteur de lait sur la commune de Parcé-sur-Sarthe, là pas très loin. La première étape clé, vous allez peut-être rire, mais c'est l'année où j'ai pas eu mon bac. Parce que jamais de ma vie, en tout petit, je ne voulais être agriculteur. Et donc je voulais être prof de sport. Mais donc j'étais pris dans l'école de sport, mais il fallait son bac, et j'ai raté le bac. Donc après, il a fallu que je me retourne. Et voilà, j'ai fait des études agro et j'étais salarié.
Et une des deuxièmes étapes, c'est évidemment le jour où j'ai repris la ferme, puisque c'est une ferme que j'ai reprise qui n'était pas du tout dans le jargon familial. On arrivait là un petit peu par hasard, et puis depuis, voilà, il y a eu d'autres étapes. Pourquoi vous vous êtes orienté vers l'agriculture plutôt qu'autre chose quand... Mon papa était éleveur. Voilà, il était éleveur en Mayenne. Alors, j'ai pas beaucoup voyagé, mais mon papa était éleveur, ma maman n'a jamais travaillé sur l'exploitation, donc elle avait déjà son travail à l'extérieur. Qu'est-ce qui m'a fait en fait, j'ai une belle famille qui était du secteur, et c'est vrai que tous les week-ends on venait dans la belle famille, et là j'ai appris le métier d'éleveur, les métiers de producteur de lait. Et c'est là qu'est venue l'idée ou l'envie de travailler avec les bovins, les animaux, de travailler la terre aussi, parce qu'on le fait, malgré que je ne suis pas, moi je me dis pas céréalier, je suis vraiment éleveur et je défends ce métier d'éleveur. Mais oui, on travaille la terre, on travaille avec des animaux, et c'est de là qu'est partie l'aventure, et je ne regrette absolument rien. Ouais, et aujourd'hui, alors, qu'est-ce qui fait que vous vous levez le matin, votre motivation, la raison pour laquelle vous faites ça? Aujourd'hui, le meilleur moment de la journée pour moi, c'était, je dis c'était parce qu'aujourd'hui on a changé un peu de traite, les modes de traite se modernisent, mais avant qu'on avait la salle de traite, c'était le matin. En fait, quand vous vous levez le matin, vous allez dans les champs, et puis le jour se lève, et c'est des moments formidables, parce que là vous êtes avec la nature, et je faisais la traite le matin, et vous êtes tranquille, en fonction des heures, et il n'y a pas de téléphone. Donc le téléphone ne sonne pas, vous êtes tout seul, et en fait c'est là que vous voyez vos animaux, vous voyez la nature qui se lève, et c'est ces moments-là que je préférais. Ouais. À la fois la nature et la relation avec les animaux. C'est ça, c'est le fait de travailler pour soi, tout seul, et puis voir cette nature qui s'éveille le matin. En plus j'ai la chance d'être sur le bordure de la Sarthe. Donc avec cette brume des fois, ce brouillard, moi j'ai vu chercher les vaches, parce que je les voyais pas dans le brouillard, je mettais du temps, je me suis dit mince, puis des fois je tombais sur une vache, je dis t'es là. T'es pas loin. Vraiment qu'elles sont pas vertes, sinon on les verrait pas. Non, mais quand on y allait, il faisait un peu nuit, elles sont noires, alors c'est un peu compliqué. Et alors, donc ça c'est votre joie, c'est vraiment ce moment du matin en contact avec la nature. Et votre difficulté, alors ce serait quoi aujourd'hui, ce qui est le plus dur pour vous? Les difficultés, je crois qu'on est un peu tous pareils, c'est l'incertitude du lendemain. C'est aussi une force, parce qu'on a cette capacité tous de relever des défis, de s'adapter, que ce soit au climat, à l'administration ou les choses autres. Mais ouais, une des difficultés, c'est quand même l'incertitude. C'est comment ne pas pouvoir se projeter très très loin, que ce soit sur les aspects financiers, bien sûr. C'est ça. En fait, on se lève le matin, on ne sait jamais trop comment va être faite la journée, quoi. Il y a des matins tout se passe bien, les vaches vont bien, tout. Et puis il y a des jours, il y a une fuite d'eau, il y a une panne d'électricité, il y a une panne de tracteur, vous connaissez tout ça. Et ça c'est difficile quand même des fois à appréhender. Les aléas. Ouais, les aléas, et puis l'incertitude financière bien évidemment, puisque on est chef d'entreprise, on a des comptes d'exploitation à équilibrer, que ce soit avec des salariats ou non, et là, il y a une pression quand même, forcément, parce qu'on a tous envie que cette entreprise, elle vive, elle perdure, et qu'on puisse la transmettre si on a le bonheur de pouvoir la transmettre. Parmi les aléas, je vous ai entendu dire le mot administration, et je dois dire que j'ai été étonné de ne pas l'entendre plus tôt quand j'ai parlé des difficultés. Parce que moi qui ne connais pas de l'intérieur le monde dans lequel vous vivez, je lis la presse et dans les médias, on parle des tracasseries occasionnées par l'administration pour les agriculteurs, et ça semble revenir assez peu dans votre discours. Ça m'intéresse de vous entendre là-dessus, puis après les autres pourraient rebondir au fur et à mesure de la discussion. Mais l'administration, c'est le rôle de chef d'entreprise. J'en discutais un petit peu tout à l'heure, mais dans les entreprises, vous avez des services comptables, vous avez des services administration. Le chef d'entreprise, il gère, mais il a des personnes qui le font. Nous, sauf quand on a un peu plus de monde dans la société, mais aujourd'hui c'est nous qui faisons tout.
Donc il faut gérer les factures, il faut gérer les papiers, il faut classer, il faut répondre à des mails. Bah, aujourd'hui c'est le mail. Donc tout ça, ça demande un temps certain. Et en fait on aime tous être dehors. Enfin je pense. On aime tous être avec nos animaux, on aime tous toucher la terre. Mais alors l'ordinateur, il arrive par moments que... donc c'est cette pression-là, et malgré tout aujourd'hui, si on ne fait pas ce rôle, si on ne fait pas les papiers en heure et en temps, si on ne dépose pas un dossier quand il faut, eh ben on rate des choses, et on se fait... enfin, on est noyé derrière. Et si on ne fait pas au fur et à mesure, on oublie, on fait... Et c'est une pression quand même importante. Et c'est une part du métier aujourd'hui qui prend du temps. Parce que c'est quand même primordial. Il y a une contrainte ici aussi. Merci beaucoup Patrice, merci. Ce que je propose de faire, je vous propose d'aller effectivement vous rasseoir. On a ici un certain nombre de représentants du monde agricole, mais pas tous. C'est difficile d'avoir une grande représentation. On a Cyril qui est là aussi. On a voilà, peut-être d'autres dans la salle. L'idée, c'est que maintenant, avec Michel et Hermine, qui ont co-organisé cette table ronde, on puisse donner un aperçu peut-être plus global du monde de l'agriculture avec ses grands enjeux aujourd'hui. Donc je vous propose de venir ici tous les deux vous installer. On va prendre un petit temps peut-être pour les présenter. Ou on va leur poser la même question peut-être. On va leur poser les mêmes questions, comme ça va être plus facile. Michel, je vous donne la parole pour commencer. Vous dites que beaucoup de monde vous connaît, mais tout le monde ne vous connaît pas. Donc en synthèse, si vous pouvez résumer peut-être votre parcours, vos étapes. Bonjour à toutes et à tous, donc Michel Loton, aujourd'hui agriculteur retraité depuis 3 ans, et j'étais effectivement agriculteur sur la même commune que Patrice, à Parçay-sur-Sarthe, sur une exploitation orientée grande culture, classique, céréales, oléoprotéagineux, avec une particularité peut-être, c'est après une installation en 1985, la mise en place de l'irrigation dès 1989. Ça c'était la première grande étape. Ensuite, sur l'exploitation, un troupeau de vaches allaitantes pour la production viande bovine. Engagé professionnellement, donc pour m'aider dans cet engagement, j'ai travaillé avec un salarié très tôt, Jérôme, qui est rapidement devenu mon bras droit et sur qui j'ai vraiment pu me reposer, et donc qui est un peu naturellement devenu mon associé en 2016 et qui aujourd'hui a repris l'exploitation. Et alors, quelles ont été vos plus grandes joies en tant qu'agriculteur ? Mes plus grandes joies, c'est peut-être cette transmission. Si je commence par la fin de la carrière, c'est à coup sûr cette transmission et le plaisir de pouvoir aujourd'hui retourner sur l'exploitation. J'ai quitté l'exploitation pour m'installer à 300 mètres. Voilà. Gardez un œil quand même. Je gardais un œil absolument pas. C'est vraiment plus mon affaire. C'est vraiment plus mon affaire, mais néanmoins garder cette relation, ce contact, et ce contact avec aussi encore le monde agricole. Sinon, les joies, effectivement, dans la présentation de mes collègues, beaucoup ont évoqué l'émerveillement du printemps, l'émerveillement du lever du jour. Moi, c'est vrai que le déclic aussi pour choisir ce métier, je me souviens, ado, d'avoir fait le choix de quitter un cursus scolaire qui m'était destiné pour partir en cursus agricole, qui ne faisait pas l'unanimité de mes professeurs, parce que ce lien à la nature, cette relation à la nature, et cette relation à la liberté d'entreprendre, même si elle est beaucoup moins vraie aujourd'hui, et je pense qu'on pourra y revenir. Voilà, c'était mes motivations. Et les difficultés les plus grandes que vous avez rencontrées dans votre carrière ?
On les oublie. On les oublie. Et parfois il vaut mieux. Mais si les difficultés, certes, 40 ans d'une carrière, il y a les années fastes et les années compliquées. On rencontre les difficultés économiques, des choix d'investissement qui nous posent beaucoup de questions, qu'on évoque en famille, avec le soutien d'une épouse indispensable aussi dans ces moments-là. Voilà, moi les difficultés, non, je crois que je suis comme Philippe, oui, on les oublie, et puis on connaît les règles du jeu quand on démarre, le climat, quand on vit, quand on élève des animaux, voilà, les aspects sanitaires, les crises. Si peut-être quand même une difficulté qui me revient à l'esprit, qui n'a pas été évoquée ce matin dans le tour de table, c'est cette remise en cause, en question, voire ce doute, plus que le doute, exprimé par nos concitoyens à notre égard, à certaines périodes de notre vie, suite à des crises sanitaires dont nous n'étions absolument pas responsables. Par exemple, vous pensez à quoi? La crise de l'ESB, qui a quand même été... Vous pouvez expliquer la crise de l'ESB? Alors la crise de l'ESB, qui était abusivement appelée la crise de la vache folle, avec donc une perte de confiance du consommateur dans la qualité des produits qui leur étaient destinés, dans un doute de transmission de cette maladie aux consommateurs. Et vous, comment vous avez vécu cette suspicion, ce doute des concitoyens? Je l'ai vécu déjà en tant que responsable professionnel, puisque j'étais engagé syndicalement à l'époque au niveau de la FDSEA, de la FNSEA, et donc en accompagnant les éleveurs touchés et pour qui c'était véritablement un traumatisme. Et ça fait quoi de sentir la suspicion des gens qu'on nourrit? On se sent comment? On se dit quoi? Eh bien, on se sent d'abord démuni, parce que c'est la remise en cause même de la finalité de notre métier. Ça a été évoqué ce matin dans le tour de table. Nous sommes là pour permettre à l'humanité de se nourrir sainement. Et quand on a la conviction de tout mettre en œuvre pour bien travailler et effectivement avoir des produits de qualité, et être de la sorte par méconnaissance, par peur, et certains agitant les peurs, remis en cause, voilà, ça désarçonne. Et puis grâce au collectif, et ça, s'il y a un message à passer dans le monde agricole, et ça a été évoqué ce matin, lorsqu'on a un salarié, c'est aussi pour éviter la solitude. Grâce au collectif, on relève les défis, on relève les enjeux, et l'agriculture a toujours su relever les enjeux grâce au collectif. Et alors les grands enjeux aujourd'hui justement de l'agriculture, ce serait quoi d'après vous, avec votre regard, qui est à la fois un regard quelqu'un qui a été agriculteur, qui a eu des responsabilités syndicales, chambre d'agriculture, le lycée agricole aujourd'hui, avec votre regard, on peut dire un peu panoramique, comment vous voyez ces grands enjeux? Bon, alors sans prétention, mais effectivement les enjeux, ils sont multiples, bien évidemment climatiques. Et l'agriculture est, de par sa nature, directement concernée aussi par ces enjeux climatiques. Elle a sa part de responsabilité dans les évolutions climatiques, dans les émissions de gaz à effet de serre, et elle en est directement impactée au travers des sécheresses, enfin de tous les éléments climatiques anormaux que l'on peut rencontrer. Il y a l'enjeu sociétal, justement,
comment aujourd'hui faire en sorte que l'agriculture puisse répondre à ces différents enjeux, puisse résoudre cette équation de défis climatiques, de réponse à des exigences de consommateurs qui sont parfois en opposition avec les demandes sociétales, parce que les demandes, par exemple, on l'a bien vu pendant la période du Covid, le retour à une agriculture de proximité, à des circuits courts, le développement sur certaines exploitations, et certains des intervenants ce matin l'ont mis en œuvre. Ils sont des productions, Patrick, et vous allez directement sur le marché. Ça, c'était une demande forte de développement de l'agriculture biologique. Malheureusement, quelques années après le Covid, on s'aperçoit que la part de vente en vente directe a diminué, parce que les anciennes habitudes sont revenues. Heureusement, il en reste, mais les anciennes habitudes sont revenues. Une crise de pouvoir d'achat, et la part d'agriculture biologique et de produits vendus en agriculture biologique diminue, même en label. Même la filière volaille de louer, label, aujourd'hui, a une diminution de sa part de marché, parce que dans notre société de consommation, ça reste une société de consommation, l'alimentation n'est plus forcément la priorité absolue. Et donc les choix qui sont faits aujourd'hui par les familles se font au détriment de le choix d'une agriculture, parce que derrière l'acte de la carte bancaire, il y a le choix de l'agriculture. Ouais. Et ça, le consommateur ne le sait pas suffisamment. L'agriculteur, il est comme pris entre des aspirations sociétales qui peuvent être très, très idéalistes, liées effectivement à une transition, ou en tout cas, il y a une vraie ambition, et en même temps, les choix des consommateurs qui vont au plus serré en termes de budget, et qui du coup promeuvent un type d'agriculture qui va à l'encontre de ce que la société veut prôner par ailleurs, et l'agriculteur est pris entre ces tensions. Tout à fait, sachant que ça ne se fait jamais au détriment de la qualité de nos productions. Ça, je veux insister là-dessus. Il y a effectivement différents modèles d'agriculture, agriculture biologique, agriculture conventionnelle, agriculture de conservation des sols. Toutes ont aujourd'hui pour mission d'avoir une production de qualité et de qualité sanitaire irréprochable. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, mais néanmoins, vous avez raison, les attentes sociétales par rapport à l'environnement notamment sont extrêmement fortes et légitimes. Légitimes, parce que et les agriculteurs le savent bien, de toute façon, l'environnement, la terre, c'est notre support. Nos animaux, ce sont certes des animaux de rente, mais néanmoins, ça reste notre support et nos alliés, quelque part. Donc, on aime nos animaux, c'est évident. Néanmoins, trop d'exigences par rapport à ces éléments-là, dans un marché extrêmement ouvert, c'est ça aussi notre difficulté. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un marché ouvert, dans un marché mondial, extrêmement concurrencé. Et donc, la difficulté, encore une fois, c'est de résoudre cette équation. Donc les grands enjeux du point de vue du climat, les grands enjeux sociétaux et les grands enjeux économiques, c'est les trois grands enjeux de l'agriculture aujourd'hui. Oui, il y en a aussi certainement un autre, c'est dans ces moments de difficulté, et je l'évoquais tout à l'heure, d'arriver à rester dans une approche collective. La crainte du repli sur soi, la crainte de l'isolement face à ces difficultés est une réalité. Et tout ce qu'il faut vraiment éviter aussi aujourd'hui, c'est effectivement cet isolement, ce repli sur soi, car c'est toujours dans le collectif
qu'on arrive à répondre à ces grands enjeux. Oui. Merci Michel d'avoir relevé le défi de faire la synthèse des grands enjeux en quelques minutes de l'agriculture. Alors évidemment, tout ça pourra être complété dans la suite, mais je voudrais donner la parole à Hermine, qui elle est de l'autre côté d'une carrière agricole, c'est-à-dire au tout début. Et donc je te laisse peut-être te présenter brièvement, et puis voilà les étapes qui t'ont mené au choix que tu fais aujourd'hui. D'abord, je voudrais remercier les agriculteurs qui sont présents aujourd'hui parce que je suis un peu un intrus et je ne suis pas agricultrice. Moi, j'ai un parcours, en fait, j'ai été en école d'ingénieur en agronomie, spécialisée pour les pays en développement. Et lors de cette école, dans laquelle je suis entrée parce que j'aimais la nature et les sciences de la vie et de la terre, je savais pas trop ce que je faisais là. Et puis en fait, j'ai fait un stage où j'ai rencontré des agriculteurs comme vous qui m'ont parlé de leurs difficultés. Et moi, ça m'a saisi aux tripes, en fait. D'entendre de la détresse, d'entendre des personnes qui ne vivent pas de leur revenu alors que ce sont celles qui nous nourrissent tous les jours. D'entendre qu'il y a 55% des agriculteurs qui partent à la retraite d'ici 2030 et que sur 3 départs, on n'a que 2 installations. D'entendre qu'on n'a pas forcément de réel soutien à l'installation, que c'est pas forcément évident pour ceux qui sont du secteur, qui ont des parents du secteur, mais aussi ceux qui ne sont pas du secteur. D'entendre parler de burn-out, voilà, on en a entendu parler tout à l'heure, j'en ai entendu parler des agriculteurs que je connais par mes réseaux d'amis, mais aussi les agriculteurs que je rencontre au quotidien. Et d'avoir dans mes proches des personnes qui connaissent, enfin voilà, j'ai la maman d'une amie qui s'est suicidée, un beau-frère qui a un ami qui s'est suicidé aussi. C'est des réalités aujourd'hui du milieu agricole qui m'ont saisi et je me suis dit moi je veux m'engager pour le milieu agricole. À l'époque en tant qu'ingénieur et puis en fait à la fin de mon école je me suis rendu compte que la vie de bureau c'était pas fait pour moi et qu'en fait ce que je voulais c'était mettre les mains dans la terre. Voilà, et puis après j'ai fait de la cueillette de pommes, j'ai fait du maraîchage, puis j'ai découvert les chèvres et j'ai eu une découverte pour ça. La vocation agricole c'est une vocation passion et moi ma passion c'est les chèvres, voilà. Et puis ensuite j'ai encore un petit peu galéré pour trouver un peu plus ma place. J'ai fait l'année dernière 8 mois dans une ferme en Normandie de chèvres avec de la transformation fromagère. Et puis j'ai voulu revenir ici avec un projet d'installation qui finalement ne s'est pas réalisé. Mais aujourd'hui c'est une bonne chose, mais j'espère un jour que ce sera possible. Et donc aujourd'hui je fais du contrôle laitier, alors c'est pas du tout sanitaire pour les personnes qui connaissent pas, c'est du contrôle qui est au service des agriculteurs pour optimiser la gestion de leurs troupeaux. Et je fais ça pour les caprins, donc les chèvres spécialement, un tout petit peu avec les vaches aussi. Et je fais aussi tous les samedis matins, je travaille dans une ferme et je fais la traite dans cette ferme de 120 chèvres où tout est en transformation fromagère et en vente directe auprès des consommateurs. Et alors, c'est d'abord donc un appel, vous parlez de vocation, une détresse des agriculteurs, vous avez été touché par les difficultés de ce monde-là et vous vous êtes dit que vous vouliez œuvrer pour ça. Et aujourd'hui, votre souhait pour la suite, alors, c'est quand même de s'installer, c'est ça, même si vous dites que ça s'est pas fait et que c'était plutôt bien. Oui. Alors, je sais pas s'il faut que je raconte ma vie en détail. On en parlait tout à l'heure avec Patrice. Quand on est jeune et qu'on n'a pas encore trouvé la personne avec laquelle on veut fonder sa vie, quand on se sent appelé à la vie et au mariage, s'installer tout de suite. En tout cas, moi, j'ai déterminé que c'était pas forcément une bonne idée. Parce que la vie agricole, c'est pas uniquement un travail. C'est pas un travail qu'on quitte comme ça, c'est vraiment, ça nous prend tout entier, toute notre vie. C'est une installation dans un lieu précis. C'est des contraintes quand même qui sont assez énormes. Et donc en fait, en discutant avec une amie éleveuse qui est mère de famille, qui est installée avec son mari et son frère, elle m'a permis de réaliser qu'en fait, si je me sentais être mère de famille et que je voulais mettre ma priorité à mes enfants, et que je construisais une ferme à la taille d'une seule personne, en fait, ce sera mes chèvres qui passeront avant mes enfants et c'est pas ce que je souhaite vivre
Voilà. Même si on adore les chèvres. Exactement. Mes chèvres ne sont pas mes enfants. Et ça fait écho à ce que disait Michel, dans les grandes difficultés, le soutien d'une épouse pour vous a été un vrai atout pour pouvoir passer un cap. Je vais prendre là. Ah non. Non mais effectivement, alors après moi j'ai pas l'expérience d'autres métiers, entrepreneurs, artisans, commerçants ou autres, mais à partir du moment où on se lance dans une entreprise, qu'on en supporte les risques financiers, qu'on est attaché à un lieu précis, une ferme c'est quand même pas facile à déplacer, c'est une affaire de famille, oui, complètement. Ouais. Même si personnellement mon épouse ne travaillait pas avec moi sur l'exploitation, néanmoins on la vit ensemble. Ouais. Merci Michel, merci. Et alors Hermine, les aspirations que vous portez aujourd'hui pour le monde agricole, comment vous les formuleriez? C'est une bonne question. J'avais pas préparé ces questions. En tout cas, tes aspirations à toi et ce que tu souhaites pour la suite, quoi. Alors, je vais répondre très succinctement et puis après je vais laisser quelqu'un d'autre parler à ma place. J'ai préparé des citations. Moi, je souhaite un vrai retour à une vie de proximité, d'entraide, de fraternité. C'est des choses qu'on porte, je pense, nous catholiques aussi. Voilà, une vie de communauté. Mais en fait, pas uniquement intrinsèquement dans le milieu agricole. Je pense que c'est aussi, voilà, moi, ma place de chrétienne, quelle est-elle par rapport à la détresse du milieu agricole? Elle est de soutenir mes producteurs. Et comme disait tout à l'heure Michel, ce que fait ma carte bancaire, elle soutient un modèle agricole. Et pardon, mais le lieu où je vais acheter mon alimentation fait que je soutiens un modèle agricole où le poulet de louer est vendu 1 € en sortie d'exploitation et on le retrouve dans les supermarchés à 15 €. Où va la marge? Voilà, ça c'était un petit peu... voilà. Ce que je souhaite vraiment, c'est qu'on ait des agriculteurs qui vivent de leur métier. Une question de justice. Une question de justice. Alors, vous êtes engagé aussi dans les journées paysannes. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? C'est une association de paysans catholiques qui se retrouvent justement pour sortir de l'isolement et qui fait des week-ends autour de 3 piliers. La prière, déjà ensemble, ce qui est un grand enjeu parce que de regrouper des personnes qui ont des sensibilités catholiques différentes et agricoles aussi, autour du pilier de la fraternité. Et autour du pilier de la réflexion spirituelle, philosophique et aussi concrète avec des journées techniques. Voilà. Et du coup, je voulais juste terminer. Voilà, il y a un philosophe qui me parle beaucoup, qui s'appelle Gustave Thibon, qui avait un grand sens paysan. Et j'ai 2 citations pour vous qui parlent mieux que moi, je trouve. La persévérance a incarné son idéal, patiemment, petitement, comme pousse une plante où se forme un enfant, est d'autant plus nécessaire que nous vivons dans une époque où les valeurs les plus hautes baignent dans le verbalisme et le mensonge. Il est temps de se rappeler qu'il existe des êtres qui font ce qu'ils disent, qui vivent ce qu'ils pensent. Seul l'exemple de cette incarnation peut rendre son attrait aux valeurs spirituelles. Et la deuxième chose qu'a dit cet homme, c'est l'homme moderne risque par matérialisme et idéalisme de n'être plus qu'un cerveau tournant à vide entre le ciel et la terre. Il doit reprendre contact avec les 2 grandes réalités auxquelles nul artifice ne se mêle, la nature, œuvre de Dieu, et Dieu lui-même. L'homme ne s'incarne que par ce double mouvement qui le porte ensemble à s'incliner vers la terre et à s'élever vers le ciel. Merci beaucoup. Merci Hermine. Merci beaucoup. Oui. Je suis désolé, je ne voudrais pas abuser du temps de parole, et puis après les propos d'Hermine, ça va beaucoup retomber, mais néanmoins, il y a un message que je voulais quand même passer à l'issue des témoignages ce matin, c'est qu'effectivement, comme nous l'indiquait le frère Marie-Benoît, on a une diversité de présentation des types d'agriculture,
structure plus développée, céréalière, vente directe sur quelques centaines de mètres carrés de champignons, reconversion professionnelle. Et ce que je veux dire, c'est qu'effectivement aujourd'hui, l'agriculture, elle est vraiment plurielle. Et que tous les types et tous les modèles d'agriculture ont leur place dans l'économie telle qu'elle est aujourd'hui, même si effectivement on aspire tous, et Hermine, tu as complètement raison, à avoir un contact direct avec le consommateur pour ne plus avoir justement ces procès d'intention. Merci. Merci beaucoup Michel, merci. Je voudrais juste rebondir sur la phrase de Gustave Thibon qui va peut-être nous permettre d'embrayer sur la suite de nos échanges. À l'entendre, on a l'impression que l'homme moderne est comme en apesanteur, ni vraiment les pieds dans la terre, ni vraiment la tête dans le ciel, et que l'agriculture est un moyen, et la reconnexion des citoyens avec ceux qui les nourrissent serait un moyen de retrouver les pieds sur terre pour pouvoir regarder le ciel, cultiver la terre pour cultiver le ciel. Je crois que c'est un slogan des journées paysannes plus ou moins. Et je crois que ça illustre bien aussi, ça ouvre le propos qu'on va avoir maintenant. Je vous propose d'aller vous rasseoir tous les deux, et puis maintenant on va avoir un temps d'échange, alors avec la salle, ceux qui veulent poser des questions, mais peut-être avant, avec vous, les uns les autres. Alors je vais distribuer la parole, l'exercice est un peu délicat, je voudrais que tout le monde puisse s'exprimer, et en même temps qu'on puisse aborder différents sujets, les uns après les autres. Le premier peut-être celui avec lequel Hermine a commencé son propos, celui de la solitude. La solitude, la question de la solidarité, Yves en parlait quand on travaille en équipe, on parlait de la solidarité conjugale de l'agriculteur qui est une aventure de couple pour certains. C'est cette grande question-là, comment vous vivez cette question de la solitude, et d'après vous, quelles sont les solidarités possibles, on parlait de communauté même, mais donc entre agriculteurs, mais aussi des citoyens, disons, de la société vers les agriculteurs. Peut-être je peux donner la parole à Patrice pour commencer, ou comment est-ce que vous vivez cette question de la solitude. Je voudrais rebondir en partant de ce que vous avez dit, c'est que vous précisément, la solitude, c'était plutôt, à vous entendre, votre joie en fait, matinale, d'être seul, sans téléphone, sans connexion, et donc il y a cette réalité ambivalente de la solitude, à la fois, c'est des moments de joie, et j'imagine que ça doit être aussi difficile. Oui, alors la solitude, quand je disais des moments de solitude, c'est des moments un peu de recentrer sur soi, des moments de plaisir, de joie, et c'est vrai que pour moi le matin où le monde s'éveille, c'est un moment où on est calme, on est tranquille, mais on a besoin aussi de solitude pour, dans un monde où aujourd'hui tout va vite, tout va très vite, on est surmonté de partout, on a besoin aussi de moments comme ça entre nous. Alors moi c'était avec mes vaches le matin, mais il y en a d'autres, ça peut être la prière, d'autres ça peut être, je sais pas quel, le vélo, la course à pied, enfin, moi je crois qu'on a besoin de ces moments-là où on apaise tout, on fait un peu un vide et on se recentre. Après, la solitude en milieu agricole, elle est présente, la famille est primordiale, on pourra tout dire, mais s'il n'y a pas un socle familial fort, ça ne peut pas marcher, et Hermine a raison là-dessus. Moi, je m'aperçois que je l'ai peut-être combattu cette solitude en me tournant un peu vers les autres et en m'engageant dans des associations, dans la représentation syndicale. Je me suis dit que peut-être c'est un moment aussi de sortir de mon milieu. Dans les associations, par exemple, quand on fait du foot, j'ai fait du foot longtemps, pendant le dimanche, en fait, on jouait au foot et personne ne parlait d'agriculture. Et c'était le top parce que voilà, on avait un moment, on était avec les autres et on sortait un peu de notre milieu. Combattre la solitude par l'engagement. Voilà, je me rends compte aujourd'hui que c'est peut-être cette solution-là que j'ai choisie. Alors il y a sans doute d'autres solutions, mais peut-être que moi, c'est cette solution-là, de me retourner vers les autres et essayer de créer des choses. On connaît un petit peu dans le secteur, créer des choses, participer à des associations, faire des manifestations.
c'est peut-être ça aussi qui est un peu mon refuge aujourd'hui. Ouais, l'engagement associatif pour conjurer la solitude. Ça, c'est une première réponse. Peut-être, Patrick, je ne sais pas si vous avez un écho par rapport à ça, vous, votre vécu sur cette question de la solitude et puis des solidarités. Allez-y, hein, ça marche. Moi, c'est clair, hein, aujourd'hui, j'ai démarré tout seul mon activité. Je pense que je ne serais pas là pour en parler aujourd'hui si j'étais resté tout seul. Voilà. Donc très rapidement, j'ai compris qu'il fallait que je trouve une autre solution, parce qu'effectivement, comme dit Patrice, moi c'était 5h30 du matin jusqu'à 20h30 le soir, samedi, dimanche compris. Donc au bout d'un moment, on n'a plus de vie, on vit que pour ça. Et mon épouse était là, m'a porté, parce que j'ai eu besoin d'être porté. Et très rapidement, au bout de 6 mois d'activité, j'ai vite compris que tout seul, j'allais très vite, mais j'allais pas aller loin en fait. Et alors comment vous avez fait pour... j'ai été boire une bière avec un gars et puis on s'est associés. Non, c'est pas comme ça s'est passé comme ça, mais... Vous vous êtes associés et vous êtes allé boire une bière. Non, c'est ça. Non, c'est vrai ce que je vous dis. Alors on n'est toujours pas associés aujourd'hui dans les murs, mais d'autres, on attend la fin de l'exercice fiscal pour évaluer bon, voilà, je ne vais pas passer les détails. Mais oui, ça s'est fait comme ça. Oui, ça s'est fait comme ça, ça s'est fait par hasard autour d'une bière, en discutant, et paf. Après, après, je pense que je lui ai dit, c'est comme un mariage. Ouais. On se marie pas parce qu'on s'aime, on se marie surtout pour s'aimer. Ouais. Donc là, notre pacte, ça va être un mariage. Donc on va traverser des difficultés. Et certes, on commence à en avoir, mais j'ai envie de dire c'est normal et tant mieux. Ouais. Voilà. Mais à deux, on est beaucoup plus fort et on va beaucoup plus loin. Ouais. Et puis autre chose que j'ai faite et que je pense que j'ai fait le bon choix, c'est qu'au bout d'un moment où ça n'avançait pas, parce que Yves connaît un peu quelques méandres de ma création d'entreprise, où tout s'est arrêté d'un seul coup comme ça, parce que voilà, j'ai tout mis au pied de la Vierge Marie. Je lui dis écoute, si le projet il doit vivre, ça sera avec toi, et c'est toi qui vas le faire vivre, voilà, tout simplement. Et c'est comme ça que le projet est là aujourd'hui, mais effectivement, tout seul, c'est zéro. Ah oui. Donc on va vite, hein, ça, il n'y a pas de problème, mais on va pas loin. C'est pas seulement avec des associés sur la terre, mais aussi avec des associés. Ah mais oui, clairement. Oui. Moi, ça s'est passé comme ça pour moi. Surtout qu'en plus, moi, je suis un cas un peu particulier parce que je pars de quelque chose qui n'existe pas, que personne ne fait. Je reprends pas une exploitation. C'est un peu un cas. Ah, j'ai 55 ans. Et puis c'est pareil. Vous avez 20 ans dans votre tête. Ouais. Mais 55 ans dans votre corps. Là, les 5h30, 23h30, il aime pas trop. Merci Patrick. Merci. Et alors vous, Philippe, comment est-ce que cette question de la solitude, vous la vivez? Comment est-ce que vous gérez ça? Bon, la solitude, oui, ça regroupe un peu ce que disaient mes collègues, mais bon, je débute, donc je pas trop de... Ça va. Pour l'instant, ça va. Ça va. Et alors, c'est quoi les types de relations que vous entretenez avec, notamment la communauté locale à Parcé, avec peut-être les gens qui achètent votre vin et qui le boivent, comment... Les maraîchers aussi, d'accord. Je suis ouvrier maraîcher, ouais. D'accord. Et donc dans ces conditions-là, vous travaillez en équipe, peut-être en maraîchage aussi? Oui, bon, on côtoie beaucoup de monde. Puis, même moi, au niveau du vin, je suis en vente directe, donc on voit du monde, donc... Des fois, ça nous remonte la morale quand on a un problème. C'est vrai que c'est... La vente directe qui permet effectivement, c'est intéressant de voir que on a l'engagement associatif, le travail en équipe, le travail en équipe avec la Vierge Marie, on a le contact avec les clients. Finalement, il y a plein de façons de gérer cette question de la solitude et de l'isolement de l'agriculture, sans oublier que nous, on a besoin parfois de se retrouver avec soi-même et que la solitude, c'est pas toujours l'isolement, et ça peut être une bonne chose. On a parlé tout à l'heure, je rebondis sur autre chose qui a été évoqué, les différents modes d'agriculture. Il y a des débats aujourd'hui sociétaux avec
des journalistes notamment qui prennent la parole, des experts qui prennent la parole mais qui n'ont pas forcément toujours mis les pieds dans un tracteur ou dans la terre. On entend beaucoup de choses sur ces débats-là, et ça m'intéresse de savoir comment vous vivez ces débats-là sur, effectivement, on parle de le bio, conventionnel, raisonné. Comment vous vivez ces débats-là, pour vous, de quoi ces débats sont le signe? Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ces débats-là, et comment vous vous positionnez par rapport à ça, quoi? Peut-être Philippe pour commencer, puisque vous avez le micro à la main. Après, toutes les méthodes de culture sont différentes. Faut pas être fermé sur chacun produit en fonction de ce qu'il a envie de faire. Après, je pense qu'il faut que tout le monde on est tous là pour faire vivre les gens, quoi, pour une production, quoi. Faire vivre les gens, ça vous unit. Et vous, Pierre-Louis, vous avez un projet, vous avez choisi peut-être déjà un mode d'agriculture, et comment vous vivez ces débats-là, comment vous vous positionnez? Ouais, moi j'ai choisi le bio par conviction environnementale. J'ai l'impression que d'une manière globale, en agriculture, on rejoint un petit peu la société. Les débats se polarisent un petit peu. Et malgré les efforts quand même, notamment dans les chambres d'agriculture, je sais que la chambre d'agriculture veille beaucoup à ça. Moi je viens de Savoie, c'est pareil, on en parlait beaucoup aussi. Les chambres d'agriculture veillent à essayer d'unir tout le monde. J'ai quand même l'impression que le milieu agricole se polarise sur ces questions environnementales aussi, de la même manière que dans la société, hein. Il n'y a pas de différence. Et c'est un combat, je pense, effectivement, pour les agriculteurs de maintenir des relations, et de continuer en fait à entendre ce que les autres ont à dire, d'intégrer les différents modes de culture, etc. Continuer à entendre ce que les autres ont à dire, et je crois que c'est important, et c'est ce qu'on est en train de faire là. Yves, cette question des débats sur les modes d'agriculture, qu'est-ce que ça t'évoque? Comment tu vis ça, toi? Moi je pense qu'il y a un vrai sujet, comme le disait Michel tout à l'heure, c'est qu'il existe une multitude de méthodes dans notre métier, et qu'elles ont toutes leur place, et que je pense qu'effectivement dans le domaine administratif, où on a essayé de nous enfermer dans une voie. Moi, je pense que ce qui est hyper important dans le domaine, et en discutant avec les gens, c'est quand même souvent ce que partagent les agriculteurs, c'est-à-dire que chacun a la liberté de produire de la manière dont il le souhaite, et que je pense que soit d'avoir un avis critique sur une méthode et pas forcément constructif. Et ça, je pense que dans les débats, on a été très très orienté. Je pense surtout au bio, hein, où on a quand même mis pendant une certaine période, et Michel le rappelait tout à l'heure, hein, moi je fais une activité en entreprise de pulvérisation. L'image qui a été renvoyée dans les médias et dans les articles, si vous voulez, vous êtes un peu la bête à abattre. Et bien souvent, les gens ont un avis avant même de savoir ce que vous faites. Donc, et ça, c'est vraiment très problématique. Il faut absolument que sur la communication, plutôt que de mettre les méthodes les unes contre les autres, je pense qu'elles sont toutes complémentaires. Il y a des contraintes spécifiques sur certaines méthodes d'élevage ou de culture. Et donc moi je me suis toujours dit que j'ai choisi ce métier-là pour avoir justement la liberté de pouvoir produire, et on fait des erreurs, hein. Moi je fais des erreurs comme tout le monde, mais de ne pas enfermer les gens dans une seule voie, de dire c'est ça qu'il faut faire, et si vous ne faites pas ça, quelque part vous faites mal votre travail. Moi j'ai jamais eu la prétention de dire à quelqu'un que telle et telle personne faisait mal leur travail, et ça je pense que vraiment c'est la grosse problématique qu'on a à relever, c'est d'arriver à expliquer, et même dans nos administrations, à ce que les gens comprennent réellement le métier,
où je pense qu'ils sont un peu déconnectés. Michel aussi parlait du domaine de l'irrigation. Si vous expliquez pas les choses, les gens peuvent pas comprendre. Quand le simple citoyen qui se balade le week-end et qui voit un enrouleur en plein jour qui tourne, je vous fais pas un dessin, il a déjà son avis tout tranché sur la question, sans savoir pour quelle raison l'enrouleur tourne. Voilà, ça fait partie des choses qui pour moi sont indispensables pour sensibiliser les gens de la bonne manière. Et, toi, ce que je trouve dommage, c'est que les gens jugent sans être informés, et notamment dans l'administration aussi. Et je pense que dans l'administration, il y a beaucoup trop de gens qui sont pas assez connectés à la réalité du terrain. Aujourd'hui, vous parliez des normes tout à l'heure. Moi, je vais vous donner un exemple très concret, parce que j'ai rien à cacher. J'ai été sanctionné financièrement il y a 2 ans pour un couvert végétal que je m'étais engagé à semer et qui n'a pas été semé. La date butoir, c'est quoi un couvert végétal? Un couvert végétal, c'est une couverture pour que les sols ne restent pas nus, pour limiter le lessivage et pour améliorer la matière organique de vos sols. Vous voyez, dans l'administration française, vous avez une date, c'est le 15 septembre. Si vous n'avez pas semé votre culture au 15 septembre, et je pense que le frère Marie-Benoît sera capable d'en témoigner pour le maraîchage, vous travaillez avec la terre, donc si le 15 septembre ou avant le 15 septembre, vous avez une sécheresse carabinée, oui, vous ne semez pas votre couvert végétal. Moi j'ai subi ça, donc j'ai eu un contrôle. Ils ont constaté que c'était pas semé, ils sont revenus me contrôler le 15 décembre pour vérifier. L'implantation était absolument parfaite, mais j'ai quand même eu la sanction. Et ça, si vous voulez, c'est vraiment symptomatique de gens, c'est la punition. Et nous, dans notre métier, je pense qu'on est l'un des seuls où on nous touche toujours au portefeuille, c'est-à-dire que la punition, elle est automatique. C'est comme effectivement le système veut qu'on ait besoin des subventions européennes. On vous touche au portefeuille là où ça fait mal. Et ça, voilà, je le dis parce que je pense pas être le seul à le vivre. Je pense pas être un brigand et que, je veux dire, on travaille avec la nature et je pense que voilà, dans les administrations ils sont pas connectés, les dates d'épandage, on peut citer énormément de choses où il y a une déconnexion totale du terrain et de la théorie. Et c'est bien gentil de mettre une date, mais il y a des moments, voilà. Ouais. Donc là, il y a une forme de brimade bureaucratique. Oui, puis vous voyez même le bio, on nous a dit il faut faire du bio. Moi, j'ai même fait toute l'étude pour me convertir en bio. Aujourd'hui, je croise des agriculteurs que je connais très bien qui sont en bio depuis très longtemps, qui me disent faut surtout pas y passer. Au contraire, ça nous arrangerait bien que certains se désengagent. C'est pas si simple que ça. Donc voilà. Il y a une vraie complexité, et toi, ce que tu souhaiterais, c'est qu'il y ait plus d'apaisement, en tout cas des jugements portés moins hâtivement sur une forme d'agriculture. C'est vrai que quand Michel le disait tout à l'heure, c'est vrai qu'on le répète pas suffisamment, mais l'image, et moi je me tue à le dire aux gens qui sont pas issus du milieu agricole, c'est que, alors peut-être qu'on est biaisé dans la sensation que l'on a, mais les gens ont souvent une image toute faite de l'agriculteur, et que moi j'essaie souvent, quand j'ai la possibilité de le faire, c'est d'expliquer, de discuter avant voilà. Ça me paraît être primordial, et souvent les gens n'ont pas tout à fait la même vision des choses quand vous avez discuté pendant 20 minutes avec la personne qu'avant. Voilà, ça me paraît être indispensable. Ouais, pouvoir parler et expliquer son métier. Merci. Et puis, juste un petit truc pour la solitude. Ouais. Moi, je pensais à ce qui n'a pas été évoqué tout à l'heure. Moi, la solitude dans le domaine, j'ai pas la sensation de la vivre parce que j'ai pas la sensation d'être seul. Mais je pense que ma femme n'a pas tout à fait le même avis sur la question et qu'elle a plutôt tendance à penser qu'elle est souvent toute seule à la maison et qu'effectivement, ça fait partie du métier. On a des grosses journées et que bien souvent la solitude, elle n'est pas forcément vécue par l'agriculteur, mais par son entourage. Ouais. Et ça aussi, c'est un vrai enjeu à prendre en compte. Tout le dilemme, c'est de voilà. Patrick, vous voulez réagir? Ouais, je veux juste intervenir sur le bio, pas bio. Je crois qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que notre
première mission, c'est nourrir les gens. Et on parlait, Michel disait tout à l'heure, justement, aujourd'hui, la part consacrée à l'alimentation dans le budget ménage est en dégringolade. J'écoute la radio, j'ai pas de télé chez moi, mais j'écoute un peu la radio de temps en temps. Mais donc voilà, je crois que voilà, le premier et contrairement à ce qu'on peut imaginer, à ce que disait Yves, il a complètement raison. On n'est pas, enfin, moi je suis plus bio que bio parce que je m'interdis au produit de traitement, mais ça c'est personnel, c'est une autre histoire. Mais j'ai fait de l'agriculture avant et vu tous les contrôles qu'ont les agriculteurs aujourd'hui, je peux vous assurer une chose, que même une céréale ou un maïs ou enfin tout ce qui est produit en France, il y a zéro souci quoi. Enfin, il y a tellement de restrictions que voilà, et tout est contrôlé, tout est vérifié. Ce que vous dites, c'est que même le moins bio des moins bio. Mais même le conventionnel, je suis désolé, enfin, j'ai rien contre l'un ou contre l'autre, et je crois que je suis un des premiers à dire qu'il faut pour être fort, il faut être ensemble. Hein. Là, il y a un secret, mais vous êtes malade, votre médecin, il vous dit, ben, monsieur, il faut prendre des antibiotiques parce que sinon, vous allez y passer. Vous faites quoi? Vous les prenez, vos antibiotiques. Je suis désolé, quand vous avez un élevage qui est touché, quand vous avez... moi j'ai vu dans ma vie professionnelle des élevages de porc bio, alors, je ne suis pas en train de taper sur du bio, où on laissait crever les cochons, c'est pas humain, faut arrêter quoi. Où on les écartait qui allaient crever un peu plus loin, pas possible. Je pense qu'il y a une grosse différence sur les... Voilà, et ça c'est pas possible. Effectivement, quand on fait de l'agriculture en maraîchage, effectivement, là, on peut être tout à fait zen, et en termes de produits de traitement, et on n'utilise pas grand-chose. Et là, il y a enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que, demain, il faut nourrir nos gens. Alors, de toute façon, si on ne le fait pas, nous, avec nos produits, entre guillemets, qui sont moins onéreux et moins coûteux, parce qu'on est un peu plus productif, ben, ça va venir du Brésil. C'est ça qu'on veut. Donc il y a une intelligence qui doit primer sur les idéologies, quoi. Exactement. Et puis, moi, et puis il faut laisser le choix aux gens aussi. Il faut dire, ben moi je préfère mettre mon argent dans mon dernier smartphone et puis manger des plats tout préparés qui viennent de chez je vais pas citer le nom, mais voilà, de l'agroalimentaire, des plats qui sont pas tous les jours, mais qui sont pas mauvais non plus. Faut pas dire, voilà. On est dans un pays quand même où tout est contrôlé, tout est vérifié. Voilà, donc voilà. Et celui qui dit, ben moi le smartphone, je m'en fous, je préfère aller manger des carottes bio, voilà, pourquoi pas. Il y a la place pour tout le monde. Mais effectivement, il n'y a pas de méchants et de gentils. Voilà. Il y a de la place pour tout le monde. Exactement. Merci Patrick. N'hésitez pas à réclamer le micro pour réagir ou rebondir sur ce sujet-là, les uns les autres. Mais il y a un autre sujet qu'il faut qu'on traite parce que on l'a évoqué aussi, Pierre-Louis en parlait, il y a une démarche religieuse aussi, de foi dans votre volonté de vous réorienter. Et c'est la question que je peux vous poser aussi. On parlait effectivement avec Hermine, se reconnecter à la terre pour aussi retrouver une dimension spirituelle, comme disait Gustave Thibon. On oublie la dimension spirituelle parce qu'on oublie la dimension terrienne. C'est cette question-là de la place de votre rapport à Dieu dans votre activité professionnelle. Comment est-ce que ça s'incarne, cette vie chrétienne pour ceux qui êtes chrétiens, votre rapport à Dieu en général, comment vous vivez ça, cette relation entre la vie agricole? On sait parfois que c'est difficile pour un agriculteur de se libérer pour revenir à la messe le dimanche. Comment est-ce qu'on vit ça quand on est agriculteur et qu'on a souci de bien faire? Peut-être Pierre-Louis qui avait évoqué le sujet, la place de la prière et de la relation à Dieu dans votre activité agricole à venir. Alors moi j'éprouve une grande joie depuis que je fréquente le milieu agricole et que je travaille la terre. J'ai l'impression que dans le monde agricole, moi en tout cas, je suis très connecté à Dieu et je trouve beaucoup plus de temps pour prier. Et ça, c'est une grande joie pour moi de pouvoir inclure ces moments de prière. Patrice tout à l'heure parlait des moments de solitude, des moments où on prend du plaisir soi-même, en se recentrant sur soi-même, sur ses bêtes. Moi, c'est sur
sur Dieu, voilà. Et c'était aussi une des volontés dans cette démarche, c'est de recentrer mon activité sur Dieu, sur la prière. Et ça, c'est pour moi une grande joie de constater que, en tout cas en maraîchage, on peut très facilement se reconnecter à Dieu. Est-ce que vous pouvez passer le micro à Philippe? Philippe, vous, comment vous réagissez à ce que dit Pierre-Louis? Ouais, je sais pas trop quoi dire. Ouais. C'est-à-dire que par rapport à voilà la dimension religieuse chrétienne, pour vous c'est quelque chose qui s'implique dans votre activité ou pas? Vous êtes pas spécialement, non. Pas spécialement. Vous n'avez pas de rapport spécifique entre votre rapport à Dieu et votre activité agricole, et en même temps quand on est au contact avec la nature, j'imagine qu'on doit avoir des réflexions ou des méditations. On réfléchit beaucoup, oui, c'est vrai. On réfléchit beaucoup. Ouais. Et Patrice, vous, comment vous répondriez à cette question du rapport à Dieu par rapport à votre activité agricole? Le rapport à Dieu, nous on le vit certainement personnellement. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui est démontrable. Enfin, chacun le vit intérieurement comme il le souhaite. Moi, j'étais croyant. Vous voyez, ma maman est avant de rencontrer mon papa, ma maman était sœur. Donc, je rentrerai pas dans le détail de qui est-ce qui l'a fait changer, non, voilà, moi j'ai toujours vécu dans ce milieu-là. C'est vrai qu'aujourd'hui je suis croyant, pas pratiquant, parce que j'ai plus forcément le temps, ou je prends plus le temps, attention. Mais je crois qu'il y a des valeurs dans lesquelles le monde agricole se retrouve, les valeurs de partage, de respect. Toutes ces valeurs-là qui font le socle un petit peu de l'échange aussi, du respect d'autrui, des valeurs qu'il y a sur l'humain, qui sont présentes dans la région, on les retrouve forcément dans l'agriculture. On respecte la nature, on respecte les animaux, on respecte les autres. La notion de respecter les uns et les autres, de s'écouter. On a parlé du vivre ensemble. En agriculture, c'est exactement ça. Si on ne s'écoute pas, si on ne va pas vers les autres, si ça ne marche pas, quelque part. Donc on s'isole et on se fait isoler. Donc toutes ces valeurs-là du christianisme ou de la relation avec Dieu, on les retrouve forcément, pour moi, dans notre manière d'être tous les jours et dans notre manière de cultiver nos terres et dans notre manière de vivre. Donc finalement, c'est pas démontrable peut-être, c'est pas visible, mais je pense qu'on l'a toujours et ça traduit notre esprit, quoi. Ouais, je crois que c'est fort. Il y a une conjonction naturelle sans que ce soit. Ouais, ça se fait naturellement et ça se fait. On n'a pas forcément besoin de le démontrer ou d'aller à la messe pour le vivre, quoi. Je veux dire. C'est pas voilà. Il y en a qui sont très publics parce qu'ils ont besoin de public. Je pense que ces choses-là, c'est plutôt intérieur. Et chacun le vit à sa façon, et c'est pas parce que je vais pas à la messe que je crois pas en Dieu et que j'ai pas mes valeurs aussi intrinsèques. Et les valeurs du monde agricole sont non seulement compatibles mais similaires avec celles du christianisme, quoi. Yves, pour toi, ces valeurs chrétiennes par rapport aux valeurs du monde agricole, ça te parle, ce que dit Patrice? Oui, moi je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Patrice. Je le disais lors du rendez-vous avec Alix et Samuel, moi je suis pratiquant, mais depuis un petit moment, effectivement, comme le dit Patrice, on prend pas le temps, je pense, d'aller à la messe. Alors pour chacun a ses raisons. Moi, celle que je cite, qui peut passer pour une excuse, mais c'est vrai que je trouve que quand on va à la messe, c'est un temps où on doit pouvoir être concentré et écouter les lectures. Et ayant 4 enfants, je vis plutôt la messe comme surveiller mes enfants pour qu'ils gênent le moins possible l'assemblée. Et donc effectivement, pour le moment, c'est une petite parenthèse, mais qui
qui est pas forcément, j'en ai bien conscience, qui est pas forcément bonne pour l'éducation et la foi chrétienne de mes enfants, mais voilà, les valeurs, moi je le cite souvent, hein, je pense que le monde agricole est assez proche des valeurs de la religion chrétienne pour la bonne et simple raison, c'est que malheureusement pour aller de temps en temps à des sépultures d'agriculteurs, c'est très très rare que ce soit pas à l'église, donc ça montre quand même qu'il y a une proximité. Et effectivement, le dimanche était, je pense, plus respecté il y a 20 ou 30 ans qu'aujourd'hui, où on est dans un train-train quotidien et on prend certainement moins le temps. Ouais. Ouais. Et d'une manière peut-être un peu égoïste, souvent à la relation à Dieu, on implore souvent le Seigneur plus pour nos intérêts personnels en termes de récolte et de climat. Voilà. Enfin, en tout cas en ce qui me concerne. Si c'est une occasion de rentrer en relation avec Dieu, pourquoi pas. Patrick, vous priez aussi pour la bonne récolte de champignons? Non. Non. On peut pas. Il y a des choses qu'on peut demander et d'autres non. Ah, ça marche pas. Enfin, je crois. Et pourquoi on ne peut pas demander ça? Bah parce que ça vient aussi de nous, de ce qu'on va faire. Vous savez, le champignon pousse très vite, donc effectivement, je mets à la place de Yves qui voit son champ de blé dépérir parce qu'il fait que pleuvoir. Ouais, après je sais pas ce qu'il lui dit. Mais je crois que c'est pas ça l'image. Je crois que c'est pas ça. C'est pas. Il n'y a jamais, comment on va dire ça, il n'y a jamais rien sans rien, et effectivement... ouais, on peut pas se reposer sur le Seigneur pour justifier sa paresse. Effectivement, il dit très bien, Yves, on l'appelle quand on en a besoin, mais on ne le remercie pas quand on doit le remercier, peut-être aussi. Hein. Enfin, voilà, bon, mais moi, oui, carrément, alors, je ne mets pas ça... cette semaine, j'ai pas fait une très bonne semaine à récolte de champignons, c'est pas de sa faute, hein. Je le dis tout de suite. Hein. En revanche, je le remercie parce que si je suis là aujourd'hui, voilà quoi, c'est grâce à lui, c'est certain. Ou tout au moins, il a su ouvrir mes yeux, ou enlever ce que j'avais sur mes yeux que je ne voyais pas, pour voir le bon, et c'est ce bon-là qui a fait que... Voilà, et... Si je suis là, c'est grâce à lui. Ah, carrément. Ah oui, tout à fait. Ah, mais bien sûr, il n'y a aucun souci. Et si j'ai la vie que j'ai aujourd'hui, c'est une vie magnifique et superbe, hein, avec une femme adorable, 5 enfants, des petits-enfants, voilà, non, si, carrément. Et ce matin, juste une petite parenthèse, j'ai un diable aussi. J'ai failli l'amener ce matin, parce que vous avez la bénédiction des tracteurs. Vous savez ce que c'est qu'un diable? C'est un truc où on porte des cajots. Et je me suis est-ce qu'on peut bénir le diable? C'est une question théologique. Et c'est Marion ce matin, Marion est mon épouse, qui me dit tiens, tu devrais amener ton diable au père Marie-Benoît pour qu'il le bénisse. C'est la première fois qu'il allait bénir un diable. Voilà, mais oui, non, moi le Seigneur il est avec moi. Enfin, c'est lui qui me porte, quoi. Ouais, c'est pas que lui autour de tout ça. C'est lui qui me porte. Merci Patrick. Alors, au cours de la discussion qu'on a pu avoir jusqu'à présent, certains d'entre vous ont peut-être des questions qui leur sont venues à l'esprit. Quelles sont vos questions que vous pourrez poser, donc soit à la cantonade, soit plus précisément à l'un ou l'autre après ce qui a été dit, pour les faire rebondir, réagir? Hermine. J'ai pas de questions, mais c'est mon travail de faire passer le micro. Ah oui. Alors, question, frère Marie-Benoît. Donc j'ai bien aimé les dernières réponses là, mais moi je me demandais quand même, dans ce travail de la nature, il y a quand même quelque chose qui nous porte vers Dieu. Et je pense qu'aujourd'hui, dans ce défi écologique où on est, vous êtes quand même à une place unique pour transmettre qu'il y a autre chose que notre efficacité, que notre compétitivité. Vous êtes limité par le climat, vous êtes limité par des tas de choses. Vous avez une expérience de la réalité terrestre que d'autres n'ont pas. Et donc, il y a vraiment on dit aujourd'hui, une reconnexion à ce réel de l'être humain et de la Terre qui vous porte. Et vous avez là, pour moi, un témoignage important dans le monde d'aujourd'hui, où les gens en ville ne savent pas. Moi, j'ai parmi mes frères dans ma communauté, il y en a qui ne savent pas comment pousse une pomme de terre. Enfin, il y a des choses
de notre réalité humaine qui n'existe pas. Et là, vous êtes vraiment instrument. Et je pense que voilà, on doit continuer de vivre, se relier à la... Une réaction de Michel, oui. Effectivement, si je puis me permettre, nous sommes encore une fois en lien direct, effectivement, avec la maison commune. Néanmoins, la réponse, selon moi, elle est bien dans l'écologie intégrale, qui prend toutes les dimensions, et y compris cette dimension humaine du respect de l'autre lorsqu'il est sur une chaîne dans une usine, pour ne pas accélérer les cadences, du respect de tout à chacun, là où il est, indispensable, quel que soit son niveau, quelle que soit sa profession, quelle que soit sa formation. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on vit, quand les éleveurs laitiers confrontés aux décisions de Lactalis, qui sont des décisions purement financières, là on est très loin de l'écologie intégrale. On est très loin du respect de l'éleveur qui a alimenté les outils pendant des années et qui, du jour au lendemain, on va lui dire circuler, il n'y a plus rien à voir, sans compter toutes les conséquences sociales qu'il y aura forcément derrière. Donc, enfin voilà, j'entends ce que vous dites, Marie-Benoît. Effectivement, on est dépositaire. Nous sommes, en tant qu'agriculteurs, je me considère encore comme agriculteur, dépositaire de ce bien commun, de la maison commune. Mais encore une fois, c'est l'ensemble de la société qui doit nous aider à bien la gérer au travers de ses choix, et pas seulement de ses choix spirituels, intellectuels, pas spirituels, intellectuels, mais dans ses actes au quotidien. C'est ma façon de voir les choses. Le père Hervé Marie a une question. J'ai pas de question, j'ai plutôt une conviction. Oui, j'ai pas de question particulière, j'ai plutôt une conviction. C'est-à-dire qu'on a des lieux quand même dans notre région qui sont aussi des lieux de communion. Et je crois que c'est important de se le rappeler. Je vois par exemple en particulier les marchés sont des moments où effectivement il y a la relation entre des gens qui viennent effectivement remplir leur filet, leur panier, puis les producteurs qui sont là. Et il y a à Sablé et à Solesmes, c'est justement cette très belle rencontre, cette très belle ambiance. Et en fait, on part aussi d'une tradition très importante parce que la ville de Sablé était très connue pour ses foires. Et pendant longtemps, il y avait presque 9 foires, il me semble, dans l'histoire de la région. Et donc, c'est comices aussi qui sont présents. Et je crois que c'est aussi ça qu'il faut permettre de développer aujourd'hui pour qu'on n'est pas dans une instrumentalisation de finalement on a un besoin, on répond à ce besoin, mais véritablement de se rencontrer homme à homme, femme à homme, etc. Enfin tous ensemble retrouver et là il y a la dimension aussi du Christ qui est importante dans cette attention à l'autre, dans ce regard vers l'autre, voilà, de comprendre à la fois les difficultés et les beautés de ce métier. Et le marché comme lieu de communion et de rencontre. Peut-être que l'un d'entre vous veut réagir. Patrice. Oui, donc tout ce qui est donné, c'est assez vaste, mais je rejoins forcément. Les marchés, voilà, on a choisi, nous, de faire de la vente directe, de transformer nos propres produits. Déjà d'une, c'est pour valoriser notre produit, hein. Faut pas être naïf non plus, je veux dire, on cherchait aussi à faire un peu d'argent. Ah, c'est pas ce que je fais. Ah oui, c'est vrai, mais bon. Oui, donc depuis l'arrivée de notre fils sur l'exploitation, pour faciliter son arrivée sur l'exploitation, on a choisi de diversifier notre ferme et on a décidé de transformer une partie de notre production laitière en glace artisanale que l'on fait directement chez nous au labo et que je vends parfois sur les marchés. Donc voilà, on se croise aussi sur les marchés. Et là, des fois, les gens viennent me dire ah bah oui, mais c'est bien, c'est forcément bio. Eh ben j'ai dit non. Je fais de la glace, elle est bonne, soi-disant. Mais je confirme. Mais elle n'est pas bio. Donc déjà, les gens, ils ont un arrêt. Ils ont un arrêt.
et ils se disent ah bon, c'est pas bio, et alors après on explique. Et nous on fait deux fermes ouvertes par an, et je suis à chaque fois stupéfait de voir alors je vais provoquer un peu, mais de voir l'ignorance des gens vis-à-vis de ce que l'on fait et vis-à-vis de nos méthodes de travail. Et ma plus grande joie, c'est que au bout d'une demi-heure d'explication, de visite, les gens ils partent et disent ah ben en fait je savais pas. Et je savais pas, et maintenant je sais, et je peux me faire une opinion qui n'est pas forcément la même que j'avais avant. Voilà, comment est fait un prix du lait, pardon. Comment on est payé. Je ne sais pas si dans la salle beaucoup savent, mais c'est pas aussi simple qu'on croit. Comment on est rémunéré, comment tout ça fonctionne, comment on est contrôlé, comment on est orienté par des administrations qui, je rejoins complètement, mais des administrations qui sont déconnectées du milieu agricole, et c'est eux qui nous font les lois. Et voilà, le bon sens paysan qu'on attend tous, enfin je veux dire qu'on a réclamé dans les manifestations qu'il y a eu X ou Y, on ne demande qu'une chose en fait, c'est le bon sens paysan, le retour en réalité, et tout ce que l'on fait, on le fait bien, que ce soit du bio, du non bio, on le fait du mieux qu'on peut, et moi je crois qu'il y a une règle aussi, c'est que il faut qu'on soit bien dans ce qu'on fait. Je veux dire, il y en a qui se retrouvent parce qu'ils sont bio et qui se sentent très bien quand ils font bio. Et il y en a qui sont en conventionnel et ils sont très bien quand ils sont en conventionnel. Je veux dire, il y a aussi on parle de bien-être animal, mais il y a aussi le bien-être humain. Et tout ça, c'est un tout. Et le bien-être humain ne passera que par un bien-être animal, passera aussi par un bien-être financier. Ah oui, parce que si tout va bien mais qu'on ne gagne pas sa vie, malgré tout, ça ne va pas quand même. Donc voilà, il y a tout un ensemble, mais je rejoins aussi la première réflexion sur l'environnement. On le subit. C'est le monde agricole dans son ensemble qui le subit entièrement, tous les jours. L'environnement au sens l'environnement sociétal ou le climat? Non, l'environnement climatique par exemple. Ouais. Le climat, on le subit nous. On le subit tous les jours. Et on est aussi conscient de ce que l'on fait. On pollue, c'est clair, on produit des carbones, mais aussi on a la capacité d'en stocker. Et l'équilibre fait que je suis persuadé, mais c'est mon combat, que l'élevage va favoriser ce stockage de carbone, et que nous, dans notre secteur ici, où on est encore beaucoup d'élevage, on a du céréal bien sûr, mais on a beaucoup d'élevage, on a de maraîchage, on a un climat malgré tout un petit peu plus tempéré que dans certains pays de la France, on a des atouts à faire valoir, et moi je suis persuadé que l'élevage a toute sa place, et qu'on y arrivera tous ensemble, et qu'on n'est pas forcément que pollueur, on est aussi stockeur, et que c'est tout un ensemble et que c'est pas aussi simple que ça, quoi. Et je pense que par rapport à ce qui vient d'être dit, à mon sens, là on vit dans un secteur quand même très rural, on n'est pas dans une grande ville. Moi je pense que ça commence aussi par la sensibilisation des enfants. Il y a très très peu de visites sur les exploitations faites par les écoles. Et la première des choses, c'est déjà de montrer aux enfants la manière dont on fait une production, pour qu'ils comprennent plus tard de quoi est fait l'agriculture française. Moi, ça m'étonne souvent qu'on puisse encore aujourd'hui arriver en 2024 avec des élèves qui arrivent à 18 ou 20 ans et qui n'ont jamais visité un abattoir. Quand vous achetez de la viande ou quand vous achetez du lait, il a été fabriqué d'une certaine manière, et c'est une hérésie pour moi dans les grandes villes où je pense qu'il n'y a pas assez de communication. Alors la plus belle vitrine annuelle, c'est le salon de l'agriculture qui a lieu tous les ans, mais c'est à mon sens pas suffisant, et ça vient aussi de l'éducation.
Et je pense que l'éducation nationale a aussi un travail à faire sur la sensibilisation des élèves pour qu'ils visitent les installations et pour que les gens prennent conscience de ce qu'est le monde agricole. Philippe, vous aussi, vous percevez ces étonnements de gens qui ne savent pas comment pousse une carotte, comment vous êtes aussi, en tant que maraîcher et viticulteur, confronté à cette ignorance, ce manque d'information des gens? Bah oui, les jeunes sont pas assez informés sur nos plants, tout ce qui pousse, tout ce qui... comme on l'a dans l'assiette, ou dans le verre. Ouais, ça aussi, vous constatez ça. Ouais, bon, oui. D'autres réactions dans la salle? Oui. Ce sera la dernière avant notre conclusion. Oui, je pensais par rapport à la communication, j'avais justement une question par rapport à tout ça. Est-ce que c'est pas un manque de communication de l'environnement agricole? Parce que je vois aussi par rapport à moi, je pense à l'école, par exemple en filière technique, c'était un peu des filières un peu dégradées, on va dire, on nous mettait de côté. Est-ce que c'est pas la même chose pour l'enseignement agricole? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire plus de communication ou enfin quelque chose au moins pour promouvoir justement ces filières et parce qu'il n'y a peut-être pas assez justement comme disait monsieur, par rapport à la formation des jeunes, voilà. C'est une question, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas un manque de communication par rapport à tout ça? Enfin, je crois que des paysans, on n'en veut plus. Des gens qui élèvent des vaches, qui vont on n'en veut plus. Les vaches, que disait Patrice, mais ouais, ça produit du carbone, on n'en veut pas. On veut vraiment être super écolo. Mais voilà. Donc effectivement, on ne va pas promouvoir quelque chose qu'on ne veut plus. Mais c'est pas nous, c'est les autres instances, c'est surtout l'Europe, hein, notre système. Donc aujourd'hui, un troupeau de vaches, on ne veut plus le voir. Moi, je suis arrivé ici il n'y a pas très longtemps, les vaches disparaissent les unes après les autres. Et alors que c'est des terres, Yves est mieux placé que moi pour le dire, mais il y a beaucoup de terres qui ne sont pas cultivables. Parce que si nos anciens faisaient des vaches, c'est qu'il y avait des raisons. Voilà, c'est que c'est des sols qui étaient prévus pour ça. On a transformé des bocages en production céréalière parce que les vaches, ça intéresse plus les gens. Voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, vous n'avez qu'à voir, et là pour le coup, je vais aller un peu taper fort sur le système écolo. Et là, je l'appelle le système écolo parce que c'est le système, alors je sais pas, peut-être pas, pardon. Et carrément idéologique, et des gens qui ne savent pas en fait. Ils sont complètement loin on va parler de AL machin là, des trucs tout ça, bon bref, on va pas rentrer là-dedans, mais voilà, non, on n'en veut plus. Donc voilà, tout simplement. Donc ce qu'on veut aujourd'hui, c'est du loisir, c'est un super téléphone, et là pour le coup, l'écologie, le dernier smartphone de chez, je sais pas comment il s'appelle, Apple ou je sais pas quoi, bon mais je sais pas combien, en termes bilan carbone, je sais pas où il en est lui, hein, mais on s'en soucie pas. C'est que aussi la malédiction du livre de la jeunesse s'était inversée. Un petit peu, ouais. Entre Abel et Caïn, Abel est éleveur, Caïn est cultivateur, et la fumée du sacrifice de Caïn reste au sol et n'est pas agréée par Dieu, tandis que le sacrifice d'Abel, lui, cultivateur, est agréé par Dieu, et là il y a comme une inversion de la bénédiction et de la malédiction. Et si je peux ajouter quelque chose, c'est qu'effectivement l'élevage, c'est quand même dans un cycle agricole quasi indispensable. Enfin, moi pour ma part je suis pas végétarien, donc ça va être compliqué. Le problème, c'est que je pense que les gens en France, nos concitoyens, n'ont pas suffisamment conscience du mal qui est fait sur l'élevage, qu'un élevage, ça ne se reconstitue pas en claquant des doigts. Moi, je fais un tout petit peu d'élevage de volailles, mais l'activité principale, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les céréales. Enfin, c'est bien de faire des céréales. Si vous voulez, s'il n'y a pas d'animaux pour les manger, ça donne pas grand-chose. Et que moi, je considère qu'on a écœuré les meilleurs. On avait une qualité d'élevage en France avec des éleveurs qui sont exceptionnels. Ce qui se détruit, et ça va à vitesse grand V, là on le voit bien avec le site de Charal à Sablé, vous avez à peu près 17 abattoirs qui sont sur la sellette en France,
Donc ça va faire de la casse sociale, mais c'est surtout que si ces abattoirs-là sont sur la sellette, c'est que bah, quelque part ils ont plus d'activité. Donc et vous tracassez pas, vous pouvez fermer tous les abattoirs en France, vous aurez toujours dans votre grande surface de la viande. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est profondément dommageable. Je pense que l'élevage, l'érosion, il va être grand temps qu'elle s'arrête. Mais ça se fait pas en claquant des doigts. Ça, c'est un point de vigilance important. Une dernière remarque d'Erwan, très brève. Je voudrais revenir sur un terme qui a beaucoup été utilisé aujourd'hui, qui est le mot conventionnel. Mais est-ce que quelqu'un se souvient du moment où ce terme est apparu? C'est dans les années 60, quand le gouvernement a décidé de réformer l'agriculture, qui a entraîné notamment le remembrement, pour que les agriculteurs suivent le modèle d'agriculture qu'ils souhaitaient mettre en place. Donc ça veut dire que dans les années 60, le gouvernement, l'État, a mis les moyens pour avoir l'agriculteur qu'il souhaitait. Et donc ça rejoint la question, la remarque de Patrick tout à l'heure. Donc aujourd'hui, l'agriculture, l'État met les moyens pour faire disparaître les agriculteurs, c'est bien ça? Alors, brièvement aussi... C'est pas tout à fait ça. C'est en 95. Donc c'était au début de la réforme de la PAC, 95, 93, 92. 92, ok, voilà. Moi, j'étais pas très bien. Donc j'étais pas loin. Je travaillais pour un agriculteur qui était administrateur au CNJA, Confédération nationale des jeunes agriculteurs, donc je m'occupais de son exploitation pendant que lui allait dans la réunion. Et il me disait, Patrick, aujourd'hui, 80% des agriculteurs exploitent 20% des terres arables et 20% des agriculteurs exploitent 80% des terres arables. Donc ça veut dire qu'il y a 80% d'agriculteurs qu'il faut qu'ils disparaissent. En gros, c'était 90, 93, réforme de la PAC. Voilà. Donc, qui dit disparition? Donc, le but du jeu, encore une fois, c'était se mettre dans la mondialisation. C'est-à-dire, on voulait... notre agriculture moderne, on rentre dans un débat qui n'est pas forcément celui-là, je vais arrêter. Donc en gros voilà, donc aujourd'hui le système agricole, on est mené, ce que disait Patrice, nous ce qu'on veut c'est retrouver notre bon sens paysan, notre liberté de travailler, on sait comment il faut faire, Yves, 3e génération, enfin bon, on a vu nos parents faire, on a vu nos parents faire des bêtises, on va pas refaire les mêmes, on est quand même pas... Bon bref, voilà. Donc, on connaît notre on sait faire, laissez-nous faire notre métier. Voilà, et on le fera bien, il n'y a pas de souci. Alors évidemment, tout ne sera pas parfait, et ça, voilà. Mais ce qu'aujourd'hui, c'est que notre système, il est conditionné parce qu'on veut, par une politique agricole commune qu'on appelle, et surtout par notre système américain, c'est-à-dire qu'on veut combattre les Américains. En gros, on va arriver encore une fois sur des... Enfin voilà, c'est une histoire de gros sous. Et de décisions qui vont, qui vont faire disparaître les petits agriculteurs, quoi, tout simplement. Il y a des enjeux politiques et aussi il y a des enjeux politiques. Donc oui, effectivement. Allez, Patrice, pour conclure, et vraiment ce sera la conclusion conclusive. Je ne vais pas me permettre de conclure. Juste une dernière petite chose. Tout ça, c'est vrai. Il ne faut pas oublier que le monde agricole, c'est aussi le consommateur qui guide tout. Ouais. Je veux dire, si tout le monde se met à manger bio, on va du faire bio. C'est le consommateur dans son acte d'achat qui décide de ce qu'on va faire. Yves disait qu'il fait de la céréale, s'il n'y a pas de bovin pour manger la céréale, et ben la céréale, elle n'a pas lieu d'être. Je veux dire, nous on produit, c'est pour nourrir les gens. Et c'est les gens, par leur acte d'achat, qui orientent l'agriculture. Il faut une dernière petite notion, moi je suis un peu provoquant. L'agriculteur, s'il était payé à son juste prix, il n'aurait pas besoin de primes. Il n'aurait pas besoin de tout ça. La base, c'est le juste prix de son métier. Un maraîcher n'a pas forcément besoin d'aide ou de primes, ou je ne sais pas trop comment il fonctionne, mais je veux dire, moi je rêve de ne pas faire de déclaration PAC parce que j'arrive à vivre de mon produit. Et ça, c'est l'acte d'achat, et c'est le consommateur qui va guider tout ça. Et là, il y a un vrai enjeu de justice et de justice sociale. Alors, moi, je trouve que après vous avoir entendu, il y a trois choses qui vous réunissent tous et qui, pour moi, sont extrêmement porteuses d'espérance. C'est d'abord le retour au réel. Vous appelez tous de vos voeux un retour au réel, au bon sens paysan,
vous souhaitez tous que la réalité prenne le pas sur l'idéologie. Et ça, moi, je trouve ça plein d'espérance pour la suite. Une deuxième chose, moi, qui m'a frappé dans vos propos, c'est la variété des types de solidarité et la façon de faire face aux isolements, que ce soit dans la relation, dans la prière, que ce soit dans la communauté familiale, dans la communauté communale, etc., ou dans la communauté d'associés. Il y a plein de formes de solidarité possibles qui permettent de conjurer des isolements. Et puis, il y a une troisième chose aussi qui vous réunit tous, c'est le goût et le souci du travail bien fait. Vous l'avez dit plusieurs fois, en fait, les gens doivent prendre conscience qu'on fait bien notre travail. Et qu'on soit en bio ou pas bio, vous cherchez à faire bien votre travail. Et ça, à vous entendre, on sent que vous êtes passionné par le travail bien fait. Et pour moi, c'est plein d'espérance pour la suite. Retour au réel, solidarité, goût du travail bien fait. Moi, j'ai été ravi de pouvoir vous entendre là-dessus et de pouvoir constater cette unité malgré les variétés de modes d'agriculture, de types d'agriculture. Donc merci vraiment à vous qui avez accepté de venir participer. Peut-être parfois pas forcément facile, on n'aime pas forcément venir parler, on sait bien faire, mais expliquer c'est moins facile. Et vous vous êtes prêtés au jeu, merci beaucoup. Je crois qu'on peut les applaudir, merci à tous. Et puis on peut aussi remercier le frère Marie-David qui a œuvré notamment de nuit pour installer les installations, la sono, etc. Merci beaucoup au frère. Et pour conclure, si vous le souhaitez, on va dire une prière. Enfin, Hermine va dire une prière. Vous pouvez vous y associer si vous le souhaitez. C'est une prière qui a été composée par les journées paysannes que tu nous as présentées tout à l'heure. Je vous propose de vous lever et pour ceux qui le veulent, de vous associer à cette prière. Oui. Ensuite, on bénira vos tracteurs, pour ceux qui sont venus avec. En fait, c'est une façon de bénir vos vies, de rendre grâce pour vos vies, votre travail, tout ce que vous nous apportez. Voilà. Et puis il paraît qu'un tracteur béni tombe moins souvent en panne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connaissais bien les images du travail agricole et de la vie rurale, et tu t'en es servi pour annoncer aux pauvres ton évangile. Nous te prions pour les travailleurs ruraux d'aujourd'hui, et particulièrement pour ceux qui parmi nous se consacrent aux durs travaux des champs. Donne-nous la force de ton esprit, pour que nous soyons les témoins et les collaborateurs de la providence créatrice. Fais que nous soyons toujours fidèles à ta loi de vérité et d'amour, et que nous sachions cultiver en nous et dans nos familles la sainteté de la vie chrétienne, avec la même ardeur avec laquelle nous cultivons la terre. Bénis la fatigue quotidienne des travailleurs agricoles, et fais que la valeur et la dignité du travail des champs soient reconnues par tous. Fais naître pour nous et parmi nous des hommes et des femmes qui se mettent au service de l'Évangile et qui, annonçant sans cesse l'amour du Père, agriculteur divin, nous aident à être en toi des sarments vivants et féconds pour une communion sans fin. Amen. Amen. Merci et merci à Bernard qui a bien mené ce débat d'une façon très profonde, philosophique et journalistique. Merci Bernard.